Je sais pas si vous avez remarqué, mais la calisthénie est en train de péter en ce moment. Je pense vraiment que l'année 2025, ça a été l'année en fait où notre sport a été le plus mis en avant. J'ai vraiment vu que les gens commençaient à comprendre ce qu'était vraiment ce sport-là, la calisthénie, et à quel point c'était une discipline fabuleuse, qui permet d'avoir un corps et un esprit en bonne santé, et en plus de ça, de débloquer des figures stylées. Voilà. Et dans cet épisode, vous allez comprendre à quel point notre sport est en train de péter en ce moment. Voilà. Et c'est pas comme si je l'avais pas déjà dit en fait. Voilà, ça fait longtemps que j'en parle. J'en ai même fait des épisodes de podcast dessus. Vous pouvez aller écouter l'épisode 19 ou l'épisode 15. J'en parle à la fin de l'épisode 15. Avant d'écouter celui-là, allez écouter ces 2 épisodes où en fait j'en parle. Je l'avais déjà prédit et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Voilà. Et pour toutes les personnes qui m'écoutent pour la première fois, bienvenue dans l'épisode 46 du Calivolution, le podcast pour celles et ceux qui veulent progresser en calisthénie et devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Moi c'est Matt, je suis coach en calisthénie mais aussi pratiquant depuis 2013. Mon objectif, vous faire passer de celui qui galère à l'entraînement à celui qui débloque ses figures comme le muscle up, le handstand, le front lever ou encore la planche. Donc si tu veux que je t'aide à débloquer ces figures et à te réconcilier avec l'entraînement, je t'invite à réserver un petit appel avec moi. Le lien est juste en dessous, en description de cet épisode. Alors, je vous fais quand même le petit sommaire parce que, bien sûr, premièrement, on va parler du statut de la calisthénie dans notre société. Parce que, comme je l'avais dit, en fait, il y a déjà quelques mois, notre sport est en train de péter. Voilà, et c'est un sport d'avenir. Je l'avais dit et je vais encore vous le reprouver. Ok, on va revenir un petit peu sur cette année, on va revenir sur ce qui s'est passé dans notre sport et vous allez comprendre un petit peu ce que je vous disais il y a quelques mois. Ok, bien sûr après je vais vous raconter quelques petites anecdotes parce que comme vous savez, là je suis encore à Bali. J'ai fait un petit week-end en Malaisie à Kuala Lumpur, un week-end qui m'a beaucoup testé, qui a testé un petit peu ma résilience, qui m'a testé un petit peu aussi sur le fait d'accepter les obstacles et de les passer, ces obstacles, voilà, sans pour autant stresser, avoir peur, etc. Bref, je vais vous raconter cette petite anecdote que j'ai racontée un petit peu en story, mais très brièvement, et je vais vous révéler un petit peu du coup les enseignements que ces obstacles, que ces défis m'ont apporté dans ma vie. Voilà. Donc je vais raconter un petit peu aussi ce que j'ai fait à Kuala Lumpur, mon training avec un champion d'Asie qui s'appelle Lian, alors pas Livan comme on a en France, mais Lian, qui est un Malaisien du coup de Kuala Lumpur. Je me suis entraîné avec lui. Il m'a invité en plus à 2 compétitions, mais ça va être mort là. Il y en avait une ce week-end à Singapour. Il m'a dit ouais viens et tout, mais j'ai vu c'était une petite compète, puis c'est un petit peu loin, puis bref j'avais autre chose à faire. Et le week-end prochain, il m'a invité à une compète à Taïwan, sur l'île de Taïwan. Il m'a dit ouais franchement ça va être le championnat d'Asie, ça va être une dinguerie, ça va être la SWAB d'Asie. Bon, j'ai regardé un petit peu la com, etc. Je pense qu'il s'est un petit peu foutu de ma gueule, mais bon, ça a l'air cool. Mais je pense pas que je vais me taper 12 heures de vol parce qu'en fait, j'ai pas de vol en direct. Donc il y a des escales et tout, et puis c'est un petit peu loin. Donc je n'irai pas, mais bref, je vais vous raconter mon entraînement avec lui. Je vais vous parler un petit peu aussi de mes entraînements à moi, parce que je progresse énormément en ce moment. Malgré cette semaine où en fait j'ai du mal à m'entraîner parce que ça a été un petit peu chamboulé par quelques événements. Et je suis quand même fort. Je suis quand même fort. Je vais pas non plus. Je vais passer en revue un petit peu ma prog actuelle sans pour autant rentrer dans les détails parce que c'est ma prog à moi, pas la vôtre. Donc en fait, ça va rien changer à vos entraînements. Mais le fait que j'en parle, je pense que ça peut vous donner quelques idées pour vous à l'entraînement. Ok ? Et voilà, je vais vous raconter un petit peu ce que je vis ici à Bali. On a aussi mangé avec Lucas, avec Simon, que vous connaissez peut-être, Simon SW je crois, sur Instagram, qui est coach en calisthénie depuis plus longtemps que moi, et qui a vraiment réussi dans ce métier-là, et qui est un exemple pour beaucoup de coachs en fait. Et on a mangé avec lui à Bali, parce que là il vit à Bali pendant quelques mois. C'était super intéressant et très intelligent comme gars. Pour les gens qui savent pas trop qui c'est le fameux coach qui s'est fait critiquer par Livan et Melvin dans la vidéo où ils sont avec Nathan, où ils parlent de l'avenir de ce sport-là. Voilà. Et du coup, Simon leur avait répondu
avec une petite vidéo qu'il a enlevé de sa chaîne pour pas non plus remuer le couteau sous la plaie, parce que je pense qu'il les respecte quand même. Et voilà, il voulait pas que ça fasse un petit peu trop tâche sur sa chaîne YouTube, mais il a toujours la vidéo. Donc voilà, si vous avez suivi un petit peu ces histoires là il y a quelques mois, c'était au mois de mai, fin avril, début mai je crois. Voilà, c'est de ce Simon dont je parle. Et qui est vraiment un super mec, un mec en or. Voilà. Donc voilà, c'était pour le petit sommaire. Je voulais pas que ça dure trop longtemps, parce que des fois je fais des sommaires à rallonge, mais c'est bon, ça fait déjà 5 minutes. Je bois un petit coup, les mecs, et on attaque. Ok. Comme je vous ai dit, en ce moment, la calisthénie est en train de péter. Et je pense, vous n'allez pas me dire le contraire, pas tout le monde, mais allez, tous les sportifs, en règle générale, ont déjà vu ce mot, ce mot quelque part, calisthénie, ou calisthenics, ou encore street workout. Mais maintenant, on rentre vraiment dans la phase calisthénie et non pas street workout. Street workout, c'est vachement connoté rue, vraiment rue. Alors je sais, pour les plus puristes d'entre vous, vous allez me dire, mais Matt, oui, on fait un sport de rue. Et en fait, je suis même plus d'accord. C'est un sport de partout. C'est comme si tu disais, ok, bah running, c'est un sport de rue. Bah non, tu peux courir partout, tu peux même courir en salle de sport sur un tapis. Tu peux même courir chez toi sur un tapis, tu peux courir dans la rue comme dans la campagne, sur la plage. Et on me dit pas, ouais, le running, le running ou le vélo, c'est des sports de rue. Alors, pourquoi le street workout, ça serait un sport de rue? Parce que ça a été connoté comme ça. On a donné ce nom-là au street workout parce que oui, il y avait des gens qui s'entraînaient dans la rue. Ok? Mais si je fais du street workout et que je m'entraîne pas dans la rue, est-ce que ça s'appelle toujours du street workout? Je ne sais pas. Moi, je pense que ça s'appelle plus, du coup, la calisthénie. Et c'est pour ça que je l'emploie souvent et qu'on l'emploie de plus en plus. Même des athlètes de haut niveau, je sais que Ilyes le dit beaucoup. Il dit beaucoup calisthénie. Les autres disent encore street ou street workout. Mais en fait, street workout, c'est vachement connoté rue. Et du coup, t'as l'impression que tu fais de la répétition à la Hannibal Forking. Ou, pour pas les citer, j'ai rien contre eux, hein, mais les gens qui s'entraînent à Bercy, par exemple. Voilà. Vous savez, ceux qui s'entraînent cagoulés, torse nu, qui mettent du gros rap américain super fort et qui font des tractions et des dips. Moi, j'ai pas l'impression de faire ce sport-là. Voilà. Même si, oui, ça s'en rapproche. Mais je veux dire que la calisthénie, bien sûr, on commence par des choses basiques, des pompes, des tractions, des dips, des handstands, des L-sits, et on va chercher des figures de plus en plus compliquées. Des muscle-up, des handstand push-ups, des planches, des front lever, des back lever, des human flag, etc., etc. Et comme je vous ai dit dans mon dernier épisode de podcast, pour moi c'est ça ma calisthénie à moi. Et je pense que c'est la calisthénie que les gens aiment. Et c'est pour ça qu'on l'appelle de plus en plus la calisthénie. Vous allez me dire, ah Matt, c'est quoi tes sources? Les gars, vous avez juste à faire une seule chose. Vous allez sur Google Trends. Ok? Google Trends, c'est pour voir du coup les tendances qu'il y a sur Google. Vous cliquez sur Google Trends et vous cliquez sur recherche YouTube. Voilà, parce que c'est surtout sur YouTube qu'il y a beaucoup de recherches maintenant, même si sur Google il y en a beaucoup. Sur YouTube, c'est là où on se rend compte du coup des vraies tendances, moi j'ai l'impression. Vous mettez recherche YouTube, vous écrivez calisthénie. Depuis la nuit des temps, le mot calisthénie, avec 2 L, calisthénie, n'a jamais été autant recherché sur YouTube en France. Surtout cette année, j'ai l'impression. Le mot calisthenics, donc en anglais, donc avec un seul L, n'a jamais été autant recherché sur YouTube dans le monde entier. Donc voilà. Mais en ce moment, j'ai l'impression que ça s'accélère. Là, je vous parle de la calisthénie, mais street workout aussi, quand vous notez sur YouTube, c'est de plus en plus recherché, hein, bien sûr. Mais la calisthénie, c'est vraiment en train de péter plus que le street workout. Pourquoi? Parce qu'on commence à en parler de plus en plus sur YouTube. Quand je dis on, c'est pas moi. Enfin, bien sûr qu'il y a moi. Il y a des gens qui ont des petites audiences comme moi, mais moi, c'est des audiences qui font. Vous faites déjà de la calisthénie si vous m'écoutez. Vous n'êtes pas en mode ah ouais, c'est quoi la calisthénie, Matt? Non, si tu écoutes le Calivolution, clairement, c'est que tu es comme moi et comme les 500 personnes qui se sont abonnées à ce podcast-là. C'est que tu pratiques déjà ce sport-là. Ou peut-être pas, tu fais peut-être pas que ça, mais tu pratiques quand même à part entière. Et je vais juste vous balancer des exemples là de pourquoi la calisthénie est en train de péter. Et oui, bien sûr, le street workout en général. Mais pourquoi le mot calisthénie? Ok. Déjà, il y a une semaine,
il y a une vidéo qui est sortie, les mecs. Une vidéo qui est sortie de 2 youtubeurs que je regarde jamais, donc j'aurais jamais pu voir ça, mais bon, vous savez que ça fait longtemps que je suis dans le game de la calisthénie, donc sur Instagram je suis tout le monde, et du coup je vois un peu les stories, et certains du coup partagent des infos que je ne pourrais pas voir. Comme justement cette vidéo de McFly et Carlito, où ils sont dans un van avec... j'ai oublié leur nom, de 2 autres streamers là. Et d'ailleurs je l'ai sur mon téléphone. En gros le gars, putain j'ai oublié son nom. Putain. Celui qui a fait du coup le Montpellier-Paris avec Nico là. J'ai oublié son nom, c'est pas grave. Il pose une question, il dit, pour vous c'est quoi genre le sport vraiment stylé? Et t'as Carlito qui dit, franchement la calisthénie c'est une dinguerie. Voilà. Je vous le fais écouter, là je l'ai sur mon téléphone. Et juste des petites phrases comme ça. Mais en fait, pour moi ça fait vraiment la diff. Pour moi c'est à dire que ça commence à être inscrit dans la tête des gens. Et même des gens qui ont 35-40 ans, comme McFly et Carlito du coup, qui sont pas forcément... Qui pourraient pratiquer un petit peu, mais qui sont pas fans ultimes et qui se disent, putain la calisthénie c'est stylé. Moi avant j'entendais pas ça. Voilà. Surtout de la part de personnes comme ça qui sont très influentes. Je vous le fais écouter. Quel est le sport pour vous le plus charismatique? Celui qui a le plus d'aura avec les termes actuels. Je dirais calisthénie, moi. À chaque fois que je vois les gars, je suis là. C'est quoi la calisthénie? C'est poids de corps. C'est du poids de corps. Ah oui, ok. Les mecs Ils qui vont font te faire du handstand poirier en double yoga, muscu, et leur corps est dingue. C'est des trucs de street workout un peu. Ouais. Le mec qui fait les gens qui font Et les là, drapeaux et tout. Chaque fois que je vis ça, Ah oui, mais je suis un ouf, oui. je me dis, bon, ok, les gars, vous êtes quasiment au surhomme, quoi. Moi, je reste sur la MMA, moi, personnellement. Et je trouve ça ouf parce qu'il y a quand même une compréhension de notre sport là. Même s'il dit ouais ils font des handstand double yoga, en mode il en rigole un petit peu, je trouve ça très drôle d'ailleurs. Mais déjà il dit le mot handstand, il dit calisthénie, le mec fait ah ouais c'est comme le street workout. Oui, mais on sent que Carlito il fait ouais mais non, genre oui c'est comme le street workout mais ils font des figures. Et du coup sur cette vidéo là, il y a des images de calisthénie. De la chaîne Calimove, je crois, une chaîne américaine ou australienne, je sais plus là. Et tu vois des mecs faire des front levers, faire des planches, faire des drapeaux humains et tout. Et en fait, je trouve ça ouf qu'il en parle comme ça, qu'il ouais, c'est limite, c'est des surhommes et tout. Parce que oui, on est considéré comme ça. Mais c'est vrai, on est considéré comme des surhommes ou des surfemmes. Je pense pas que ça se dit, mais parce que je l'ai jamais entendu. Mais on va dire ouais, surhommes ou surfemmes qui font des figures. Voilà. Et ça attire. Alors bien sûr que les gens qui nous voient faire ça, ils se disent ouais c'est impossible, c'est des anciens gymnastes, c'est des gens qui ont fait peut-être 15 ans de muscu avant. Mais on est en train d'éduquer un petit peu justement. Et il y a des gens comme par exemple le bouseux avec Inox. Voilà, deuxième vidéo YouTube où il parle de muscle up, il parle de traction lestée. Et en fait tu te rends compte que ah mais en fait c'est assez accessible. C'est assez accessible en fait. Voilà. Donc en fait le mieux là ça serait que McFly et Carlito ils fassent carrément une vidéo où ils font de la calisthénie et en fait où ils arrivent à maîtriser les bases en une séance. Parce que oui en une séance on peut maîtriser quelques bases. Alors tout va dépendre de leur capacité physique de base bien sûr. Carlito il sera sûrement plus fort que McFly. Que McFly maintenant il est... Avant c'était un petit gros je crois maintenant il est... Enfin bref. Je sais pas, je connais pas trop, je suis désolé. Pour les gens qui connaissent vraiment, vous allez me dire mais t'es con en fait, McFly machin. En vrai, j'y connais rien et je m'en branle de toute façon. Mais je trouve ça ouf. Voilà. Donc c'était un truc quand même vachement connoté élite. À calisthénie, street workout, faut être balèze. Ah maintenant, ok c'est des surhommes, mais je sens que c'est en train de changer. Grâce par exemple à des vidéos comme justement le bouseux avec Inox Tag, où justement tu vois Inox faire des muscle up. Et pourtant, oui Inox, ça se voit que c'est un mec qui fait du sport et tout. Mais t'es pas en mode ouais c'est un surhomme tu vois. Personne se dit Inox c'est un surhomme. Même si oui il a gravi l'Everest. Ok. Même le bouseux qui a 2 doigts de faire du coup le muscle up, qui fait des tractions lestées etc. En fait ils sont en train de prouver que ah ouais c'est peut-être plus accessible que prévu finalement. Et je trouve ça ouf. Et il y a une 3ème vidéo YouTube qui est sortie aussi. On l'a regardé avec Lucas quand on était quand on venait d'arriver à Bali il y a plus d'un mois. C'est la vidéo de Catsup. Alors je la connaissais pas du tout cette nana. Je crois qu'elle a fait le GP où elle a pas fini sur le podium. Enfin bref, GP Explorer là. Elle a fait une vidéo avec Nathan Bossèche. Voilà. Je crois qu'ils disent qu'ils étaient dans le même collège ou le même lycée avant. Et ils ont fait une vidéo ensemble dans le parc à Nanterre où il y a eu le rasso des NS il y a 2 mois de ça maintenant. Ils ont fait une vidéo là-bas. Alors pas pendant le rasso des NS, un autre jour.
Et bon, bien sûr, là par contre, la problématique de cette vidéo, c'est que ça montre le très haut niveau. Donc oui, on voit que Nathan, en fait, c'est entre guillemets un surhomme et que c'est un peu impossible. Mais quand même, dans la vidéo, on voit qu'elle arrive quand même à débloquer certaines choses et que certaines choses sont accessibles. Et c'est ça qui est super important dans les vidéos sur YouTube comme ça, avec des youtubeurs qui ont beaucoup d'audience, donc des vidéos qui vont faire 500 000 vues, 1 million de vues, etc. C'est de montrer à quel point ça peut être accessible. Et en fait, moi je trouve le problème de personnes influentes sur YouTube qui veulent par exemple faire une vidéo découverte de la calisthénie, va se rapprocher peut-être d'un athlète super connu. Donc là par exemple Nathan, je sais pas, ça peut être Livan ou je sais pas, des Ilyes ou des mecs comme ça. Mais vu que c'est des athlètes de haut niveau, et c'est pas pour les critiquer, c'est juste vrai, c'est factuel, eux ils vont avoir du mal à expliquer à un débutant comment, je sais pas, faire son premier muscle up, son premier handstand ou son premier elbow lever ou L-sit. Parce que c'est trop loin pour eux. Ils sont en mode, tiens, je vais te montrer une planche, un front lever, mais c'est encore trop loin. C'est encore trop loin en fait. Vous voyez ? Donc c'est comme si quand en fait je faisais une vidéo sur la gymnastique et j'invite un champion qui me fait des triples saltos arrière et je fais, ah c'est ça la gymnastique, c'est trop dur. Non. La gymnastique, c'est accessible à tout le monde, c'est pour ça qu'on emmène nos gamins au plus jeune âge à la gymnastique. Voilà, c'est parce que... Et la calisthénie, c'est pareil. Mais je trouve que dans ces vidéos-là sur YouTube, les personnes qui sont invitées pour parler de la calisthénie ne sont pas expertes dans l'amateurisme. Soit expertes vraiment dans la calisthénie, c'est des élites. Nathan, je peux te dire qu'il peut bien t'expliquer une planche... ou un front lever touch, etc. Ou une maltaise. Alors là, je pense vraiment qu'il est très bien placé pour parler de tout ça. Mais peut-être un peu moins sur autre chose. Sur un muscle up. Sur un L-sit. Sur une montée en force en handstand. Ce genre de choses. Parce qu'il s'est jamais posé la question et il l'a jamais forcément vraiment enseigné. Voilà. Alors que moi, avec mes élèves, c'est des trucs que j'enseigne. Donc, et je dis pas que je suis le meilleur et que c'est moi qu'il faut inviter. Mais en vrai, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Et un truc qui serait cool que je fasse, c'est que je contacte, je sais pas, une quinzaine de youtubeurs, de streamers et tout, pour faire des vidéos avec eux. Et je les relance jusqu'à ce qu'ils répondent et qu'ils me disent non ou oui. Le Bouzeux, par exemple, vu qu'il est sur Rennes, je pourrais faire une vidéo par exemple avec lui. Mais je sais, ils vont me dire, ouais, mais t'as pas beaucoup d'abonnés, c'est pas très intéressant. Mais je sais ce que je pourrais dire à ça. Je sais ce que je pourrais dire à ça. Oui, je sais. Bref, bon, c'est pas dans mes projets, je m'en branle un peu. Mais ça pourrait donner un coup de boost à notre sport. Et comme vous savez, je pense que... et vous aussi, comme moi, vous êtes des acteurs du développement de ce sport-là. Parce que vous aimez tellement la calisthénie que vous voudriez que tout le monde en fasse. Voilà. Et ça va arriver. Ça va arriver. Comme le running, je répète, j'en ai parlé à la fin de l'épisode 15, donc l'épisode 15 où je parle de la planche. À la fin, je répondais à une question sur l'avenir de la calisthénie, mais j'en parle aussi dans l'épisode 19. Et je vous disais que la calisthénie, ça va être... Je pense que c'est comme le running dans les années 50-60. Notamment dans les années 60 aux US. Où justement, je vous ai dit que j'avais lu le film le livre de Phil Knight, qui est le fondateur de Nike. Et oui, le fondateur de Nike, qui est un Américain qui vivait à Portland et qui vivait encore chez ses parents à 26 ans parce qu'il gagnait pas une thune. J'adore son histoire. Parce que c'est un peu mon histoire. Je reste chez ma mère très très longtemps parce que j'ai pas de thune, parce qu'il y a rien qui marche. Voilà. Enfin, il y a rien qui marche. Il y a rien qui fait que je peux prendre mon indépendance. Et lui c'est un peu pareil. À 26 ans, à 25-26 ans, il était encore chez ses parents et ses parents leur disaient, bon, faudrait peut-être que tu fasses un truc de ta vie, alors qu'il était en train de créer Nike en fait. Voilà. Nike les mecs, Nike. Et bref, du coup lui c'était un coureur. Il était inscrit dans un club d'athlètes et en fait quand il s'entraînait pas au club d'athlètes, mais quand il marchait quand il courait près des routes, comme nous on fait, quand on va courir dans les chemins près des routes, etc. Et c'est limite en fait, les gens balancer des œufs, des tomates, leur balancer des déchets dans la gueule en mode, mais vous êtes juste des fous. Pourquoi tu fais ça, c'est bizarre. En mode t'es un clown. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre aujourd'hui de se dire ça, parce que aujourd'hui genre c'est juste normal d'aller courir.
Les gens disaient en mode ah bah c'est bien, tu vas courir. À l'époque c'est mais t'es trop bizarre mec. Arrête, enfin t'es trop con, t'es trop con. Et j'ai l'impression que c'était justement la calisthénie il y a 10 ans. Et encore peut-être un peu maintenant, quoique c'est en train de changer. La calisthénie il y a 10 ans, on s'entraînait, tu te mets torse nu au parc, tu fais tes tractions, tes muscle up, tu fais même de l'agilité, tu fais tes planches, tu fais tes figures de force, etc. Les gens venaient te voir en mode qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites là? Faut pas faire ça, c'est bizarre ce que vous faites. Mais vraiment, certains vous vous rendez pas compte parce que vous avez commencé maintenant, il y a les réseaux, etc. Imaginez 10 ans en arrière, des gens. Vraiment, nous on s'entraînait dans des bleds en campagne où il y avait 2-3 000 habitants. Donc si tu veux, ils ont jamais vu des gens faire du sport comme ça en plein air, faire des figures, etc. Donc je veux dire qu'ils vous regardent d'un autre œil. C'est pas ah putain super bravo. Alors certains en faisaient ça, mais la plupart se foutaient de notre gueule. Ah ils font de la gonflette de rue, ah bouh. C'est de la merde. C'est de la merde ce que vous faites. C'est un effet de mode. Personne fera ça plus tard. Là je vous répète exactement ce que nos parents disaient. Et c'est bien les gamins, faites ça, mais c'est un effet de mode, ça va jamais durer. Et tout le monde le disait. Oui, c'est bien, allez. Vous avez vu 3 vidéos sur YouTube, vous faites les malins dans les parcs. Bon, c'est bon, après, vous allez arrêter. Alors oui, c'est vrai, ils avaient raison, parce que 99% des gens ont arrêté ce sport-là. D'ailleurs, c'était le sujet de mon dernier épisode de podcast. Allez l'écouter. Je vous explique justement pourquoi tout le monde arrête. Au bout de 6 mois, 1 an, tout le monde arrête. Sauf certaines personnes. Comme moi, comme vous. Voilà, et je vous expliquais comment durer dans ce sport-là, sans pour autant dédier votre vie à ça, vous entraîner tous les jours, à 6 heures par jour. Mais comment juste la calisthénie peut vous accompagner dans votre vie. Comment la calisthénie peut vous donner de l'énergie au quotidien, vous donner de la confiance en vous, faire baisser un peu la pression en rentrant du taf. Voilà, faire quelque chose que vous aimez. Comme aller courir en fait. Comme aller courir. C'est exactement la même chose. Et pourtant, dans les années 1950-60, comme le dit Phil Knight, on nous prenait pour des fous. On se foutait de notre gueule, et limite, on était méchants envers nous. Comme nous, on a été méchants envers nous quand on commençait le street workout, comme on appelait à l'époque, où des gens ont été méchants avec nous, parce qu'il y avait beaucoup de jalousie, etc. C'est la même chose. Et là, comme de par hasard, en ce moment, tiens, il y a McFly et Carlito, donc on va dire les deux plus gros youtubeurs de France, et même les Thibaut InShape, donc on va dire vraiment les plus gros youtubeurs de France qui sont en train de dire la calisthénie c'est stylé. Ah putain. Mais Matt, t'avais pas raison en fait il y a 10 ans quand tu disais ça. Bah oui. Bon, je sais pas si je le disais, mais et moi et mon frère on le disait. Avec Iron on le disait oui c'est sûr que on a toujours dit nous on en fera tout le temps et en fait moi depuis le début je le savais que ça allait péter. Je pensais que ça allait péter plus vite, j'avoue, parce que j'étais tellement amoureux de ce sport là, j'étais en mode mais la calisthénie c'est sûr que ça va être mondialement connu dans les 2 prochaines années. Bon non, ça a pris un peu plus de temps parce que justement les gens se foutaient de notre gueule ou juste ils s'en battaient les couilles. Voilà. Ah tu fais de la muscu? Non, je fais du street workout. Ouais c'est de la gym quoi. Non, c'est encore un autre sport. Ok. Mais c'est quoi du coup? C'est que comme si je sais pas, la trottinette vient d'être inventée, tu fais c'est comme du skateboard. Alors non, c'est de la trottinette. Ah c'est comme un vélo mais sans pédale. Non, c'est de la trottinette. Ouais, enfin c'est pareil. Non, c'est pas pareil du coup. Voilà. Mais des fois on a du mal à s'en rendre compte. On peut se dire mais non mais les gens étaient trop cons de se foutre de votre gueule, de dire que ce sport-là personne n'en ferait plus tard, etc. Et bah oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Au début on vous prend pour un fou. Et après, on vous respecte et on vous dit ah ben t'avais raison. Voilà. Donc merci Carlito de booster un petit peu notre sport, c'est super cool. Merci aussi le Bouzeux et Inox de parler muscle up, etc. Merci Catsup d'avoir fait la vidéo avec Nathan, parce que c'est trop bien. C'est trop bien parce que, comme je vous avais déjà raconté dans quelques épisodes de podcast, moi la calisthénie a vraiment changé ma vie. Enfin, j'ai carrément grandi avec ce sport-là et ça m'a inculqué pas mal de valeurs. J'ai beaucoup appris de ce sport-là. Et je pense vraiment que ce sport-là rend meilleur les gens, rend heureux, etc. Oui, ça peut être un petit peu un discours un petit peu... Enfin, vraiment, je vais droit au but, quoi. Mais oui, je pense vraiment. Parce que moi, par exemple, c'est grâce à la calisthénie que j'ai tout eu dans la vie. C'est vraiment grâce à ça. Alors, pas que grâce à la calisthénie, mais grâce à ce que la calisthénie m'a donné en tant que compétence,
et d'état d'esprit, de confiance en moi, etc. Donc je pense vraiment que ce sport-là peut aider beaucoup de gens dans la vie. Comme le running aide énormément de gens dans la vie. Voilà. Parce que y a pas mal de gens qui font pas de running, qui n'aiment plus ça, qui n'aiment pas trop de sport, je pense qu'ils devraient faire de la calisthénie. Et vous voyez très bien en ce moment, et vous en faites... la majorité de ceux qui m'écoutent là, vous en faites partie. Vous faisiez de la musculation avant, vous avez arrêté. Et j'ai raison ou j'ai tort? Et ça fait 10 ans que je dis les gens vont arrêter la muscu, vont faire de la calisthénie. Et c'est en train de se produire. Parce que c'est beaucoup plus cool. Maintenant, on veut pas être le plus stock possible. On veut être le plus athlétique possible. On veut un bon corps, bien athlétique, mais on veut être fort. On veut faire des trucs stylés, etc. Bah ouais, c'est toujours mieux. Toujours mieux d'avoir des grosses jambes et de savoir s'en servir, par exemple. De savoir courir et faire du vélo. Et bah pareil pour le haut du corps. C'est cool d'avoir des gros muscles, mais si tu peux pas t'accrocher à un arbre, monter sur quelque chose, monter sur une barre, bah c'est là où tu te sens un peu nul. Et c'est pour ça, nous, quand on fait des front levers, des planches, des muscle-up, etc., et ben on se sent fort. On se dit, ah ok, je m'entraîne pour ça. Je m'entraîne vraiment pour ça. Et on a l'impression de revenir un petit peu comme s'entraîner un peu de nos ancêtres. Et j'en avais parlé dans l'épisode du front lever, où je dis que ça se trouve, en fait, à l'époque des Romains, des Celtes, etc., on faisait des front levers, etc. Je dis pas que oui, ils faisaient des figures, peut-être, hein, mais ils s'entraînaient au poids de corps. L'objectif, c'était d'être, de savoir bouger, de grimper aux arbres, de grimper des murs, de savoir ramper, de savoir sauter. C'est ça le vrai entraînement, on va dire, fonctionnel, entre guillemets. C'est savoir être en capacité de bouger son corps comme ça. Et pas d'être enfermé dans une salle sous des lampes halogènes avec une clim et avec une merde de musique de Basic Fit à pousser des poids. Voilà. Donc voilà, c'est en train de péter en ce moment. Comme on peut le voir, vous avez vu dans l'épisode 43, je vous ai fait une... Si vous ne l'avez pas écouté, enfin, si vous ne l'avez pas regardé, parce qu'il est en vidéo, il n'est pas sur YouTube, je sais. Cause de droit d'auteur, forcément. Du coup, c'était ma réaction au passage d'Ilyes, de Dailong et de Kevin à la France à un incroyable talent. J'en bégaye, tellement c'était de la merde. Alors pas leurs prestations, l'émission en général. D'ailleurs, putain, ça pourrait être cool ça. À la fin de l'épisode, je vais revenir sur certains de mes commentaires. Enfin, pas mes commentaires à moi, mais des commentaires que j'ai reçus sous mes vidéos Instagram. Les mecs, je reçois des commentaires de personnes qui n'écoutent pas mes podcasts. C'est ça qui me saoule en fait. Ah, Matt, t'as tort. Ce que tu dis là dans l'extrait. Mais écoute 5. Putain. Et écoute mon épisode de podcast en entier. Et là, tu seras d'accord avec moi. Ah, vous m'emmerdez. Vous m'emmerdez à dire ah Matt, c'est de la merde ce que tu dis. Mais de toute façon, je m'en fous parce que je sais que vous écoutez pas enfin, je sais que ces personnes-là n'écoutent pas mes podcasts. Si je fais les podcasts, c'est pour vous, c'est pour toi qui m'écoutes là, c'est pas pour ceux là qui regardent juste mes extraits de 30 secondes et qui disent ah, Matt, tu parles beaucoup trop, tu dis de la merde. Bah, écoute mes podcasts, je parle encore plus et je rentre encore plus profondément dans le sujet. OK, c'est sûr, c'est pas sur un extrait de 30 secondes que je vais t'expliquer comment faire la planche ou pourquoi la calisthénie c'est un sport de ouf. Voilà, il y a un moment faut se poser, il faut écouter un épisode de podcast jusqu'au bout pour voir ce que j'ai à dire. D'accord ? Bref. Du coup, parce que j'en ai fait quelques extraits de cet épisode-là et ça a bien marché. Hein. J'ai fait peut-être presque plus de 100 000 vues au total. Mais ça, par exemple, du coup, le fait qu'il y ait Ilyes, Dailong et Kevin à la France a un incroyable talent, bah, ça propulse encore plus. Et là, ça montre aussi le haut niveau en calisthénie. Je trouve ça fabuleux. Donc là, maintenant, il y a des gens comme ma mère qui me dit ah, j'ai vu tes copains à la télé. Il y a des gens de l'âge de nos darons, du coup, qui sont nés dans les années 60, 70, 80 pour les plus jeunes d'entre vous, ou pour les plus vieux d'entre vous, des années 50, qui se disent ah d'accord, ah c'est ça, mais c'est stylé en fait ce qu'ils font nos gamins, c'est stylé, ah c'est super, bah, c'est super, ouais on a vu à la télé du coup la calisthénie, ah c'est top, donc c'est ça que tu fais depuis 10 ans, ok, moi je pensais que tu faisais de la gonflette dans la rue, mais non. Donc là les gens sont vraiment en train de se rendre compte de ce qui se passe
sont en train de carrément de connaître ce sport-là. Ah oui, vous faites les figures et tout sur les barres et les anneaux et tout. Ouais, c'est ça. Ah d'accord. Ah oui, donc là ils comprennent. Voilà. Et le fait que Ilyes Dailung et Kevin passent à la France un acrobat de talent, bah ça fait connaître nos disciplines et ça nous rend un petit peu plus sérieux, même si ils se sont un peu foutus de leur gueule. Voilà. Et j'ai pas aimé. Parce que quand on se fout de la gueule de n'importe quel athlète de calisthénie, on se fout de ma gueule en même temps en fait. Voilà. Quand on se fout de la gueule d'Ilyes, de Dailung et de Kevin, je me sens attaqué. Parce que je suis la calisthénie. Le mec qui parle, le mec qui est trop spirituel. Je suis la calisthénie. Toutes les personnes qui font de la calisthénie sont moi. Voilà. Non, mais je veux dire que voilà, je suis très, très proche de ça, quoi. Il y a eu 2 événements aussi cette année. Enfin, cette année. Au mois de octobre et au mois de novembre. Ou que au mois de novembre d'ailleurs. Ouais, que au mois de novembre, il y a eu 2 événements qui ont un petit peu chamboulé le monde de la calisthénie, le monde du street workout. Le premier événement qu'il y a eu, et c'était il y a une semaine ou 2, c'est un événement de calisthénie à Dubaï. Ah, vous allez me dire, oula, si Amat. En fait, je tombe sur des posts et des stories de Gusta, de La Twist, de Lyzan et tout, de Eric Ortiz, enfin bref, des gens que je connais très bien, qui sont à Dubaï, et il y a un événement de street, de calisthénie, donc il y a une grosse structure de street workout. Sur une grande scène, il y a des écrans géants, il y a des caméras de télé, il y a des milliers de personnes. Et je suis attends. Et tu vois les gros immeubles, tu vois le Burj Khalifa derrière et tout. Et c'est à Dubaï. Et je suis en mode attends. Je crois que j'ai loupé un épisode. J'ai fait un bond de 30 ans en avant là. Et j'ai loupé un épisode. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai fait une petite recherche du coup. C'est un événement qui a été créé par la marque Gorilla, qui est une marque d'énergie drink. Alors, ils disent que ça a été fondé à New York, mais j'ai l'impression que ça a été fondé dans les pays de l'Est ou en Asie centrale. Enfin bref. Parce que là où ils sont vraiment connus, c'est en Ouzbékistan. Donc qui est un pays au-dessus de l'Iran, entre Afghanistan, je sais pas, Tchétchénie, enfin je sais pas. Par là, voilà. À l'ouest de l'Inde, si vous voulez. Ok. Ils sont très connus là-bas. Et ils avaient déjà organisé en fait un event de la même envergure, voilà, en plein centre à côté des tours, enfin à côté des immeubles, etc. Enfin bref, c'était trop stylé. Je crois qu'il y a des bons cash price, il y a une communication de dingue, etc. Ils avaient déjà organisé un event 1 ou 2 mois auparavant, et l'année dernière aussi, parce que l'Ivan avait été juge là-bas. Et là en fait cette marque-là du coup est une marque maintenant internationale. Et pour se faire connaître un petit peu plus aux Arabes Unis, là, aux Émirats Arabes Unis, pardon, ils ont organisé un gros événement à Dubaï où il y avait de la calisthénie, donc du street workout pour les plus puristes d'entre vous. Il y avait du breakdance et du drift. Donc ouais, avec des vraies voitures qui faisaient du drift. Bon, bien sûr, c'est une marque d'énergie drink qui sponsorise énormément d'athlètes, mais pas dans des milieux, pas dans la musculation, pas des équipes de foot, etc. Mais plus, on va dire, des sports un petit peu plus underground, comme le drift, comme le breakdance, comme le MMA, dans les sports de combat, comme la calisthénie, ce genre de trucs. Vous voyez. Et du coup là, il y avait cette grande scène en plein milieu là en plein milieu de l'événement. Et en fait l'idée en fait de cette compétition, parce que oui il y avait une compétition, c'était de faire affronter une équipe de 4 athlètes qui venaient justement de Dubaï, enfin ou des Émirats Arabes Unis, contre une équipe d'athlètes internationaux, dont Gusta qui vient d'Espagne, dont Thomas Kurganov qui vient des États-Unis, et les autres je les ai oubliés. Bref. Du coup, ils ont fait un battle comme ça. Alors, il n'y a pas de retransmission de live ou etc. J'ai peut-être pas assez cherché, mais j'ai vu quelques passages. Ça a l'air très très stylé. En vrai, là, en vrai, la compète, tu t'en fous du moment que en fait, on montre notre sport au plus grand nombre à Dubaï devant des caméras, devant des
même des gens qui ont de l'argent et qui pourront peut-être investir dans des événements, dans des marques, dans notre sport, en fait on a déjà tout gagné. Donc cet event était vraiment big. Vraiment c'est insane, je sais pas si vous imaginez, hein. On est à Dubaï, il y a des milliers et des milliers de personnes pour un gros événement. C'est une marque qui sponsorise en ce moment Khabib. Oui, le combattant de MMA là, le Tchétchène ou le Géorgien, je sais plus là, qui avait combattu du coup Notorious. Waouh, je me perds. Comment il s'appelle? The Notorious. Je suis trop con quoi. Attendez, MMA. The Notorious. Pourquoi ça marche pas? Oh, y a pas internet, vas-y. Ah bah là, les gars, Bali là ça commence à me saouler un peu là. Ouais mais Bali c'est super, c'est tout à moins cher, t'as des massages, t'as des... D'ailleurs on s'est fait masser hier. Bon ouais, je vous raconterai après. On s'est fait masser, on s'est fait piétiner la gueule. On s'est fait piétiner la gueule, je vous raconte ça juste après. C'est trop drôle. Mais comment il s'appelle, The Notorious là qui fait du MMA bordel? J'ai pas de connexion, je peux pas trouver. C'est assez insupportable. C'est pas grave. On reste concentré, on s'accroche. Alors, on enchaîne. Donc déjà, il y a cet événement à Dubaï qui est juste insane. Désolé, je bois un coup. Et le deuxième événement. Alors celui-là, je l'ai pas trop compris, mais du coup, j'ai fait mes recherches et j'ai compris maintenant. Il y a un jour, j'arrive sur Instagram. Et là, je vois un post de Nike Londres. Nike London sur Instagram. En collaboration avec PNP, qui est une marque londonienne push and pull que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs, qui est une marque très stylée, vraiment très 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 stylée, une marque du coup de calisthenics, de street workout. Et je vois collab, oh putain, tournage de dingue. Dans le tournage en fait on voit un gamin qui fait du vélo et qui est dans la cité. Alors là ça fait vraiment street workout pour le coup, et pourtant ils disent que c'est une marque de calisthenics. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils mettent en avant aussi le mot calisthenics, donc en anglais, et en calisthénie en français du coup. Et pourtant ça fait très street parce que vous savez dans les banlieues à Londres etc. Voilà, ça fait Central C etc. Enfin ouais. D'ailleurs Central C qui fait du street workout, hein, qui fait de la calisthénie. Je sais pas si vous êtes au courant. Oui, même des rappeurs super connus maintenant font ce sport là. C'est ça qui est vraiment stylé. Et en fait on voit ce gamin qui fait du vélo dans la cité, et autour en fait il y a plein de pratiquants de calisthénie qui font des muscle-up, des tractions, des front levers, des straddle planches, etc. etc. Conor McGregor. Voilà. La page a chargé en 10 minutes. Merci Bali. Conor McGregor. Donc Khabib qui avait fait un combat contre Conor McGregor, donc, qui est un champion de l'UFC, et sponsorisé par la marque Gorilla Energy Drink, qui met en avant du coup la calisthénie. Et oui les mecs, c'est bon, ça avance. Donc pour revenir du coup sur cette collaboration entre Nike Londres et PNP, au début je me suis dit ils vont sortir un drop en commun. Donc ça va être des vêtements et peut-être des accessoires de calisthénie avec écrit PNP X Nike. Et en fait le temps passe, je vois rien qui sort, et tout à l'heure je vais sur le... là je suis sur le site, je suis sur le site de PNP, et vraiment ils ont sorti un drop, il y a 4 t-shirts. En vrai assez simple, il y en a un qui est stylé, il y a des petits dessins de pratiquants qui font de la calisthénie derrière. C'est en PNP, The Home of Elite Calisthenics London. En vrai c'est très stylé, c'est streetwear et tout, c'est pas très très cher, c'est pas non plus, c'est pas à 80€ le t-shirt quoi. Ils vendent des anneaux, de la magnésie, des élastiques, etc. Vraiment comme une marque de calisthénie comme moi je faisais avec les WA en fait. Voilà, juste ils ont poussé le truc un peu plus loin, et à mon avis ils sont très très chauds. Moi j'étais une merde, bref. Non, c'était quand même bien SWA, on a fait... je sais pas combien de chiffre d'affaires j'ai pu faire en... Alors non, c'est presque rien, hein. Ce que je gagne en un an maintenant, c'est ce que j'ai fait en 5 ans avec la marque, mais... on a quand même fait, je sais pas, peut-être 50 000 € de chiffre d'affaires, ou plus, 60 000, 70 000. Bref, voilà, donc c'était pas non plus... c'est pas un truc qui a jamais marché. Ça marchouillait, mais là, PNP, c'est SWA en mieux, en plus stylé, avec une vraie DA. Je vous laisse aller voir, hein. PNP, push and pull.
sur Insta. Oh là là, c'est stylé. Il y a Ludo qui est. Il y a Ludo, je sais pas si vous connaissez Ludo, qui est un athlète de streetlifting français, qui était je crois dans la SWAT team avant, qui s'entraînait avec Baki, qui est sponsor par eux. Sinon il y a des londoniens, il y a peut-être Goku qui est sponsor par eux. Voilà, il y a des gens comme ça. Et c'est très très stylé. Et du coup je suis sur leur site, je me dis mais il n'y a pas de collab avec Nike là, je comprends pas. Je vais sur le site de Nike, je me dis il n'y a pas de collab avec PNP. Et du coup j'ai trouvé une page du coup sur Nike Londres. Et en fait, pour mettre en avant un drop que Nike a lancé, enfin une nouvelle collection que Nike a lancée avec des vêtements un petit peu pour le sport. Donc c'est quoi leur collection? C'est Nike Tech. Donc ça c'est des vêtements techniques, donc justement contre le froid mais assez légers pour faire du sport, etc. Donc c'est assez ample. En fait ils ont fait 2 collabs. Une à Londres avec du coup PNP qui est une marque de calisthénie. Et à Paris ils ont fait une collab avec un collectif de mecs qui font du parcours. Donc ça je l'ignorais. Mais c'était en fait dans la même campagne. Voilà, donc t'as Nike Paris qui a fait avec une équipe parisienne et Nike Londres qui a fait avec la marque londonienne. Donc en fait tout prend sens en fait. Mais en fait c'est pas un drop en commun. Ils ont fait une collab, c'est-à-dire que pour mettre en avant leur collection Nike Tech, donc leur collection de vêtements techniques, Nike a fait une collaboration avec justement cette marque-là. Donc en fait il y a des pratiquants, des athlètes londoniens, mais aussi de un peu partout en Angleterre, qui sont venus pour le tournage justement pour mettre en avant cette collection-là de vêtements avec des éléments de calisthénie. Donc des dips d'extraction, des muscle-up, des handstands, des front levers, des planches, etc., etc. Donc en fait j'ai beaucoup aimé l'idée. Mais du coup il n'y a pas une collection en commun. C'est vraiment la mise en avant d'une collection. Et du coup Nike, en gros, pour faire simple, Nike se sert d'une communauté qui est la communauté des gens, notre communauté, donc notre communauté qui faisons de la calisthénie. Il se sert de cette communauté là grâce à la marque PNP qui doit avoir du réseau, etc., etc., pour mettre en avant du coup leur nouvelle collection de vêtements. Et du coup PNP ça leur apporte une audience énorme pour leur marque et aussi pour la calisthénie. C'est pour ça, c'est tellement pas égoïste de leur part. PNP, ils ont mis la calisthénie en avant. Et on peut voir justement, parce qu'ils ont créé, en plus de ça, ils ont fait justement un pop-up store. Donc ils ont créé un événement qui a duré le temps d'un week-end, où à mon avis du coup il y avait les nouveaux vêtements Nike. Donc c'était un événement en collaboration avec Nike, PNP et Nike. Il y avait une grosse structure de street workout, des barres fixes, donc des barres de traction, des barres parallèles, des anneaux, des push-up bars, etc. Et il y a des athlètes de streetlifting, de 7 reps et de freestyle, donc de statique et d'agilité, qui ont montré la calisthénie au plus grand nombre. Et surtout avec beaucoup de vidéos, de photos et de vidéos. Vous avez sûrement dû voir ça, du coup je l'ai partagé sur Insta. Et il y avait des athlètes masculins comme des athlètes féminines. Et je pense que énormément de personnes ont découvert cette discipline-là grâce à cette collaboration. C'est sûr. Ils ont dû dire, ah c'est quoi ce sport de ouf? C'est trop stylé. Ah on peut être une meuf aussi pour faire ça, parce que souvent c'est très connoté masculin forcément. Et là il y a des meufs plus ou moins fortes en fait de n'importe quel niveau qui ont montré des choses. Ah ok, donc c'est accessible. En fait c'est ça le problème de toujours montrer l'élite aussi, c'est que t'as l'impression que c'est un sport pour les élites. Du coup tu vas jamais en faire. Comme je sais pas, comme la Formule 1, tu regardes la Formule 1, tu dis bah c'est mort, j'en ferai jamais. Allez, alors que de mettre aussi en avant des passionnés de ce sport là, qui sont pas forcément à un niveau élite, qui ont commencé il y a seulement un an, mais qui maîtrisent un L-sit, un handstand, des muscle-up, bah, ça montre que aussi avec un bas niveau, on peut s'amuser. Et c'est ça que j'ai adoré. Voilà. Donc là en fait je suis sur la page de Nike Londres sur leur site. Et du coup ça explique un petit peu justement leurs nouveaux vêtements, leur nouvelle collection. Je vais mettre en français pour vous lire un petit peu. Donc il y a des images de gens qui font de la calisthénie,
Ouais, c'est très stylé. Un look conçu pour bouger différemment. À Londres et à Paris, impossible de passer inaperçu. Il faut se démarquer. Avec une tenue complète night tech, affirmez votre style. Peu importe la rue. Ce n'est pas tout. Osez les chaussures. Hein, bref, après, il parle des chaussures et tout. Il parle de la marque Push and Pull, qui est reconnue justement dans la calisthénie. Tu vois. Donc en fait, ça parle de calisthénie. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc allez voir ça. C'est quoi si j'y pense, je vous mets le lien du site Nike juste en dessous. Vous allez voir les vidéos et tout. Enfin, c'est trop stylé. Et ça, c'est en 2025. Tout ce que je vous ai cité là, c'est en 2025 et c'est encore plus qu'en 2025. Ça, c'est les 3 derniers mois. Ça, les mecs, ce que je vous ai cité. Donc, la vidéo de McFly et Carlito, le bouseux avec Inox, la vidéo de Catsup avec Nathan, Incroyable Talent avec Ilyes Dailong et Kevin, le gros événement à Dubaï, la collab PNP et Nike. Tout ça, c'est les 2-3 derniers mois. Il se passe des trucs comme ça dans notre sport, les mecs. C'est une pure dinguerie. Vous savez que j'en ai des frissons en parlant là. Parce que c'est... Enfin bref, comme je vous ai déjà dit, moi j'ai grandi avec ça. J'ai toujours rêvé que ça soit ultra connu comme le foot. Ça ne le sera jamais, bien sûr, mais je veux dire que je rêve que dans 10, 20 ans, 30 ans, on regarde des championnats de calisthénie à la télé avec nos gamins. Bon, moi les gars, je serais sûrement que commentateur. Voilà, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, moi dans 20 ans, 30 ans, s'il y a des gros championnats, je suis commentateur avec mon petit micro et je commente à la télé. Voilà, moi c'est ça que je veux faire. Donc voilà, pour vous parler un petit peu de ce sport qui est en train de péter tout simplement en ce moment. Putain, j'en ai parlé pendant 45 minutes les gars, c'est un truc de ouf. Ok, je sais que vous voulez l'anecdote du massage. Je le sais. Il y a 2 jours, du coup, un de mes meilleurs potes, Alexis, est arrivé à Bali pour me rejoindre pour 3 semaines là. Parce que Lucas, lui, il part dans 2 jours. Et du coup, je vais être Alexis pendant 3 semaines. Bon, lui, il vient vraiment, c'est pour les vacances. Donc moi, je bosse à côté, mais c'est pour les vacances. Donc je vais sûrement un peu moins taffer et profiter un petit peu plus du coup de l'île avec lui avant de retourner en Europe. Et du coup il arrive, faut que je lui montre certains trucs qu'il y a à faire, donc des bains chauds, des bons restos, vue sur la jungle, etc. Et hier je lui dis écoute, on va se faire masser. Mais moi je connais pas trop les massages parce que depuis que je suis arrivé je me suis jamais fait masser. Les mecs, voilà, c'est le truc que tu fais quand t'arrives en Asie, tu te fais masser, tu vois. Et du coup on se fait masser dans un truc, on prend le premier truc qu'on croise sur la route. Et on choisit, moi je prends le truc que je connais, c'est massage thaï du coup. Alors ne rigolez pas, hein, sans le truc, voilà. C'est pas le spécial massage quoi. Prends un massage thaï, ok. Et là la meuf fait ah d'accord, et elle fait venir 2 mecs. On fait qu'est-ce qui se passe là? On va se faire masser par des mecs? Qu'est-ce qui se passe? Moi jamais je me fais pas masser par un mec avec ses mains luisantes d'huile, hein. C'est mort. Du coup, on est chacun dans notre cabine, on est trop gênés et tout. Vraiment, je suis à 2 doigts de leur dire, mais c'est pas une femme qui va nous masser, c'est vous. Le plus gringalet, il prend Alexis et moi, il va avec Alexis et moi j'ai le plus costaud. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis plus stock des 2. Et en fait, il commence à monter dessus. Quand je dis il commence à monter dessus, il est debout sur moi. En fait, il te met un gros drap sur toi, donc t'as pas la peau apparente, comme ça il glisse pas sur toi, mais il marche sur toi. Il commence à marcher sur les jambes, sur le cul, sur le dos, et pendant 10 minutes, on se fait piétiner la gueule. Et j'ai envie de rigoler, à la fois je suis gêné, à la fois je suis un peu dégoûté, parce que moi je voulais un massage vraiment relaxant pour le soir et tout. Bon, on revenait de la salle de sport, donc oui, il y a un truc un petit peu sportif. Bon, ça fait pas de mal. Mais clairement, là, j'avais l'impression d'être chez l'ostéo. Donc il me piétine pendant 10 minutes. Et là je me dis, s'il continue comme ça, je me retourne et je lui dis, c'est ça le Thai massage? Parce que là on s'est trompé, moi j'ai pas envie de me faire piétiner la gueule en fait pendant 1 heure, c'est mort. Il faisait craquer ses doigts de pied sur mes deltoïdes, sur mes lombaires, sur mes dorsaux, etc. Il faisait craquer ses doigts de pied. Mais la force qu'il mettait le bonhomme, parce qu'il était plus lourd que moi, hein.
allez, je pense qu'il faisait un bon 70 kilos parce que il était assez costaud, mais il était petit. Mais je pense qu'il faisait un bon 70 kilos. On sait que quand t'es petit, bah t'es vite. Quand tu fais 70 kilos et que tu fais 1m60, bah ça fait quand même. C'est impressionnant. Il me marche dessus. Après, il me marche sur les mains. Il me marche sur les coudes et tout. Bon, il y a des trucs, c'est agréable, mais là, en fait, moi, je m'imagine vraiment le mec qui me marche dessus. Qui me marche sur le dos. Je me dis, putain. Et à un moment, putain, Alexis était dans la cabine à côté. Et je commence à rigoler. Je fais, ça va, Alexis? Il commence à rigoler. Oui. Je suis putain, on se fait piétiner la gueule. Et là, les mecs font chut. Ouais, parce qu'il y a d'autres cabines à côté. Il y a d'autres gens qui se font masser. Du coup, tu peux pas rigoler. Je fais, putain, fais chier. On se fait piétiner. Et après, en fait, il commence à te faire des prises de judo. En fait, est-ce que vous avez regardé OSS 117 quand il est au Caire? Il y a un moment, en fait, il se fait prendre des grosses tartes dans la gueule et des grosses prises de judo, mais en massage. Mais en fait, c'était ça. C'était cette scène-là. C'était la scène de OSS 117. Trop drôle parce que dans le dernier podcast, je vous ai parlé aussi d'une scène de OSS 117 que j'ai revécu. Bah, là, c'est pareil. J'ai l'impression que tous les trucs en voyage, je les revis. Enfin bref. Et ils nous ont fait des prises de judo. Il me dit retourne-toi. Je me dis putain, j'espère qu'il va pas me masser le ventre, un truc comme ça, la honte. Enfin, pas la honte, mais j'ai pas envie. Ça commence à me dégoûter. Mais non, en fait, il me faisait des prises de judo, il me faisait craquer le dos et tout. Il y a un moment, il me prend la nuque, il me fait neck. Je fais non. Du coup, je lui dis de pas me faire craquer la nuque. Parce que clairement, en fait, j'étais chez mon ostéo. Hein. Là, clairement, à la fin, j'étais chez l'ostéo. Il me faisait craquer de partout. Il me faisait des petits massages profonds, etc. Après, il fallait quand même être souple au niveau des jambes. Parce qu'en fait, il me faisait de la souplesse de jambes et tout. Oh là là, j'en ai chié ma race. Parce que je suis pas du tout souple au niveau des jambes. J'en ai chié ma race. Je sentais mes quadris, mes ischios, mes mollets. Oh là là. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais avoir des courbatures. Aujourd'hui, bon, ça allait ce matin, mais comme si je sentais que j'avais fait une séance de sport la veille. Bah, tu m'étonnes quand t'as un mec de 70 kilos qui te piétine en fait pendant 1 heure. Oui, t'es pas en mode, ouais, c'était sûr. Putain, trop relaxant. Eh non, ils nous ont piétiné la tronche, quoi. Putain, mais moi, je pensais pas à ça. Moi, je me suis dit, il y a une petite nana qui va me faire un petit massage profond en fait avec de l'huile, tu vois, au niveau du dos, etc. Ça va être très très bien. Parce que pour moi en Thaïlande, c'est ça qu'on faisait quand on était proche quand on était au bord de la plage avec Lucas, on se faisait masser. C'était des trucs comme ça, aloe vera et tout. Mais là, c'était pas du tout ça, putain. En fait, je suis juste con. Mais Thai massage, c'est ça. Et c'est là que j'ai compris pourquoi ils ont fait appel aux mecs. Parce qu'il fallait vachement de force. Et les petites nanas de 40 kilos qui étaient à côté, bah, elles auraient jamais pu nous soulever. Oui, parce qu'à la fin, le mec, il me soulève. C'est-à-dire qu'il est... Alors, imaginez, le mec est allongé. C'est lui qui est allongé sur la table. Oui, bah, il y a un moment, en fait, c'est pas il s'allonge et toi, tu te mets dessus. C'est, en fait, il te fait tellement de prises qu'à un moment, il arrive sous toi et t'as rien vu venir. Donc, il est allongé, mais il a les jambes pliées. Donc, il a les genoux vers le haut. Et toi, en fait, t'as ton dos qui est posé sur ses genoux. Et t'es en lévitation, comme ça. Et quand j'étais comme ça à la fin, je me suis dit, mais moi j'imaginais mon pote Alexis comme ça, parce que lui en fait il était beaucoup plus petit, il faisait 2 têtes de moins. Son masseur, il faisait 50 kilos, son masseur il était tout petit. Attends, il va réussir à soulever Alexis. Et j'entendais pas son masseur, alors que le mien il respirait fort, il commençait à transpirer et tout. Ouais, parce que c'est vachement physique comme métier. Oh là là, il m'a tourné et retourné. Je me suis dit, il va me faire des vols planés à la fin. Il va me... Donc au final, c'était drôle, on en a rigolé. Hein. On s'est dit, on vient pour un petit massage sensuel avec de l'huile. Et en fait, on s'est piétiné la tronche par 2 Indonésiens. Quoi. Bon, j'avoue, à la fin, quand il me craquait le dos, j'étais en mode, ouais, putain, ça fait du bien. Mais j'avais l'impression d'être chez l'ostéo et pas dans un institut de massage. Clairement. Donc voilà pour la petite anecdote, mais... ça fait combien de temps que je tourne là? Ouais, il va être trop long l'épisode. Non, c'est pas grave. Je sais pas si vous me suivez sur Insta, mais vous avez dû voir que j'ai mis une story il y a à peu près une semaine quand je suis arrivé en Malaisie et je vous ai raconté ce qui m'est arrivé. Soit en fait je payais 1 000 € pour quitter le territoire indonésien pour aller en Malaisie, ou soit je devais annuler du coup mon vol. Bon, j'ai décidé d'annuler mon vol. Hein. Je voulais pas payer 1000 balles en fait. Parce qu'en fait, j'ai eu un problème de visa. Et pourquoi je vais vous raconter cette anecdote? Déjà parce que ça peut peut-être vous aider dans la vie si un jour vous voyagez. Et ça va vous faire prendre du recul sur les choses. Ok? Parce que je sais que dans la vie, surtout quand on commence à
à être responsable, à être un adulte, à pu habiter chez maman, à avoir une compagne, à avoir des enfants, à avoir une maison, à avoir un CDI ou pour ceux qui sont à leur compte, être à leur compte, etc. Et ben on a des problématiques un petit peu plus graves, un petit peu plus conséquentes que quand on est au collège ou au lycée chez nos darons. Voilà. On est responsable et quand il nous arrive des trucs, ça nous provoque un petit peu plus de stress. Et il y a deux camps. Il y a les gens qui souvent paniquent pour pas grand chose, des gens qui prennent à cœur leurs soucis. Alors que c'est des fois des soucis matériels, c'est de la paperasse, y a rien de grave. C'est-à-dire qu'on va pas t'hospitaliser tout de suite. C'est en mode t'as oublié de payer une facture de EDF et en fait t'as une régulation de 50 euros. Bon, soit tu payes 50 euros et tu fermes ta gueule et puis t'avances. Ou soit t'es ah non, je dois payer 50 euros, merde, putain, j'ai chier, l'argent. Ça, c'est 50 balles, tu les referas dans ta vie. Ok? Ouais, mais tu te rends pas compte, Matt, il y en a 50 balles, c'est beaucoup. Bah, arrêtez d'acheter des iPhones alors. Je rigole. Mais oui, je sais que ça peut être beaucoup. Mais moi aussi, des fois, j'ai des problèmes, ça peut être beaucoup. Comme là, mon billet d'avion à 100 ou 150 balles. Ouais, ça fait beaucoup d'un coup. Ah, tu dois payer 150 balles. Mais en fait, dans 6 mois, t'as oublié. T'as oublié, ça n'a aucun impact sur ta vie. Très clairement. Faut que j'arrête de dire très clairement. Ou alors oui, tu feras peut-être un ou deux restos de moins. T'achèteras pas tel fringue, t'achèteras pas tel truc. Voilà. Mais vous savez très bien que la majorité d'entre vous, d'entre nous, on arrive quand même à vivre avec le minimum. Voilà. Mais on aime bien faire des petites folies. Voilà, j'ai acheté un Mac à 1500 balles. Bon, après, c'est pour bosser, c'est un outil de travail. Mais, voilà, vous connaissez cette personne, peut-être que vous êtes cette personne qui a acheté un iPhone à 1000 euros, alors qu'en fait, vous postez pas sur les réseaux, vous faites très peu de photos, vous travaillez pas avec, vous êtes juste sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Qu'on soit d'accord ou pas. Mais c'est vrai. Et moi le premier, j'ai un iPhone, bon ça va, je l'ai payé 400 balles. Bon moi après je travaille avec. Mais j'avais un iPhone 10 jusqu'à encore cet été. Les gens se foutaient de ma gueule, mais en fait ils s'en rendaient même pas compte que les vidéos que je faisais sur Insta c'était avec mon iPhone 10. C'est trop drôle. Ah mais t'as un téléphone de merde, faut que tu changes. T'es au courant que toutes les vidéos de moi que tu regardes sur Insta c'est fait avec. Ah bon? Ah c'est Kali en fait. Bah oui c'est Kali. Comme des gens qui me disaient, putain je me rappelle. Parce que quand j'avais une voiture, qui était pas une voiture ouf mais je m'en branle tu vois. Elle marchait très très bien, j'étais trop content. Ah t'as toujours la même voiture, tu veux pas acheter une autre voiture? Pourquoi faire? Ces mecs là ils achetaient des BM et tout alors qu'en fait ils bossaient à la poste. Et après ils sont en mode ah putain tu sais quand et là quand il y a une régulation de l'URSSAF ou de EDF ou des impôts de 50 balles ils sont en mode ah putain faut payer 50 balles. Oui mais t'as fait un prêt pour une bagnole de 15 000 balles qui te sert à aller au travail le matin certes. Mais t'aurais pu prendre une Clio 2. Ouais mais avec une Clio 2 les meufs elles te regardent de moins et tes potes ils se foutent de ta gueule. Bah, c'est pas tes vrais potes alors. Et puis c'est pas les bonnes meufs pour toi. Bref, on va pas faire un épisode là-dessus, mais je sens que souvent vous achetez souvent des trucs qui vous servent à rien. Mais après, je comprends, ça vous tient à cœur, etc. Certains, vous êtes passionnés par les PC, vous allez acheter un PC à 4000 balles. Bien sûr, je comprends quand vous êtes passionné par ça, mais faites-le pour vous. Ne le faites pas pour les autres. Bref, voilà. Donc il y a deux sortes de personnes. Et les gens qui vont avancer, qui vont payer, qui vont aller de l'avant. Ça, c'est le truc, c'est en mode t'as une contravention, tu discutes pas avec le gendarme, tu payes. Tu payes, tu te barres, t'as appris, hop, on enchaîne. Et t'as ceux qui ah non, s'il vous plaît, monsieur. Ah, tu t'es trompé, et oui, tu payes. Voilà, c'est la vie. Alors, soit tu vas subir comme ça toute ta vie, dès qu'il va y avoir un petit souci, tu vas subir. Ça va créer du stress. Le stress, ça crée aussi de l'anxiété. L'anxiété, ça crée aussi des maladies. Et ça crée, même encore plus de l'angoisse, etc. Voilà. Donc en gros tu veux vivre avec de l'angoisse ou alors tu te détaches de ces choses-là. Et en fait ta facture EDF c'est rien, c'est de l'argent, il n'y a rien de réel. D'accord? Tu peux la payer, même si tu la payes pas, tu vas pas mourir, tu vois. Voilà. En fait j'essaie de dramatiser des choses du quotidien. Je suis pas en train de vous dire que... Je sais que certains qui m'écoutent, vous avez des enfants, vous avez des vraies problématiques et vous êtes en mode... Alors Matt, déjà t'as pas de gosse, tu sais pas c'est quoi la vie. Ok, je veux bien comprendre.
Il y a plein de trucs, je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai envie de vous faire dédramatiser de certaines choses dans la vie qui vous bouffent pour rien. Parce qu'en France, les antidépresseurs, les trucs comme ça y va à fond. Mais en fait, vous stressez, vous êtes beaucoup anxieux. Je sais, j'étais le premier à être anxieux et à en souffrir. Voilà, faut savoir à lâcher un peu prise des fois aussi, les mecs. Ok ? Pourquoi ? Parce que on s'accroche à toutes ces petites problématiques-là, on s'accroche. Ah, ça nous fait du mal et on passe pas vite à autre chose. Et moi, ce problème-là, quand j'ai eu ce problème-là, donc j'arrive devant la douane pour quitter le territoire indonésien pour aller faire mon petit week-end en Malaisie. Ils me disent non, c'est pas possible. Soit là, tu payes 1000 € maintenant pour mettre à jour ton visa parce que mon visa n'était pas actif. Donc en fait, j'étais hors la loi. Voilà. Ou alors, tu annules ton billet d'avion et allez, on va te trouver une solution. C'est à 30 minutes d'ici, donc tu pourras pas partir aujourd'hui. Tu dois refaire ton visa, etc. Machin. J'aurais pu paniquer, j'aurais pu oh putain, je suis dans la merde, j'aurais pu tout remettre au lendemain. Bah tu sais quoi, j'annule mon billet d'avion, je rentre chez moi, je vais regarder une vidéo YouTube, je vais manger de la glace, donc ça va me faire du bien. Voilà. Et puis je repousse à plus tard. Et non, je l'ai pris comme un défi ce truc-là. Je l'ai pris comme un défi. Ils m'ont dit, du coup, il faut aller au bureau de l'immigration pour valider ton visa, pour pouvoir partir du territoire. Ok ? Je regarde, c'est à 30 minutes de scooter. Ça ferme dans 1 heure. Je me dis putain, c'est short, mais ça va le faire. Je prends mon scooter, je bombarde, je vais jusqu'à là-bas. Là déjà, j'ai déjà perdu un billet d'avion à 150 balles. À ce moment-là, j'en ai plus rien à foutre. Je m'en fous. Je dis, ok, 150 € c'est quoi dans une vie ? C'est quoi 150 €? C'est rien. Okay, donc là, j'avance. Je souris. Je souris et je prends le truc en mode ok, yes, un défi. Trop bien. Ça faisait longtemps un petit défi comme ça. Donc je le prends du bon côté. Je bombarde là-bas. J'ai encore des merdes parce qu'en fait, faut que je repaye un billet d'avion pour valider mon visa. Le truc, c'est qu'avec ma banque, j'ai un problème. Je peux pas prendre des billets d'avion à distance. Du coup, il faut que je télécharge NordVPN, que j'arrive à mettre le VPN, que j'arrive à trouver un site qui accepte Google Pay ou PayPal pour que je puisse payer. Donc là, déjà, en fait, c'est un gros merdier. Et là, je vois que ça ferme dans 15 minutes. Je suis là-bas. Je suis en mode putain, fais chier quoi. Je suis en mode fais chier, mais pas dans le stress. Je suis en mode oh putain, est-ce que je vais réussir ma game, ma partie de jeu, tu vois. Donc je le prends vraiment comme un défi, comme un jeu, mais j'avance. Et en fait, à ce moment-là, moi j'ai aucune émotion. Souvent justement, on peut se faire prendre par nos émotions, commencer à pleurer, commencer à avoir peur, à se ronger les ongles, à regarder à droite à gauche, et on n'arrive même plus à être lucide, et on n'arrive même plus à avancer. Non, là, t'as une tâche à faire, c'est ça. T'avances. Donc j'arrive à refaire mon visa, genre 2 minutes avant que ça ferme. Les gens étaient trop gentils. Le truc, bon point à Bali, c'est que les gens sont super gentils et ils t'aident. Alors qu'en France, non mais monsieur, c'est l'heure. Hein. Non, mais vous pouvez m'aider à faire ça. Ah non, faut aller dans un autre service. Ici, on fait pas ça. Ici, on met que les tampons sur les papiers. Mais là-bas, oui. Oh, putain. En France, dès que tu demandes autre chose que faire son métier, c'est trop dur, tu vois. Déjà que faire leur métier, c'est compliqué en France, bref. J'ai rien contre vous, ceux qui sont dans l'administration, etc. Mais vous savez de quoi je parle. Donc du coup, ils m'ont aidé, etc. J'arrive à avoir un nouveau billet. Et là, du coup, avec mon visa, donc nouveau billet, nouveau visa. Donc là, c'est bon. J'arrive à l'aéroport, je reprends un billet d'avion. Je fais le check-in, du coup, j'ai payé. Je fais le check-in, ils me donnent mon billet d'avion. Ils me disent, il y aura 2 heures de retard. Voilà. En plus, arrivé, donc là, je fais 2 heures supplémentaires. Donc en fait, moi, je suis à l'aéroport à 18h et en fait, mon avion, il part à minuit. Donc c'est vraiment un enfer. Hein. Mais je le prends du bon côté. Je me fais un gros steak frites. J'ai mon PC, mon nouvel ordinateur, donc je peux bosser n'importe où. J'ai une bonne autonomie de batterie, etc. Donc voilà, il n'y a rien de grave. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, ou d'entre nous, parce que j'en fais partie, ça aurait pu être moi en fait il y a quelques mois, il y a quelques semaines, j'aurais paniqué. J'aurais commencé à paniquer, le stress aurait pris le dessus, en mode c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a de grave ?
qu'est-ce qu'il y a de grave? Au pire, tu pars pas en week-end en Malaisie. Tu pars 2 jours après. Genre, y a rien de grave, quoi. Donc voilà, je trouve qu'on stresse pour des trucs pour rien, des fois. Voilà. Et du coup, je suis enfin arrivé là-bas, à 3h du mat'. Il y avait encore des formalités administratives à faire. Donc, il y a des trucs que je maîtrisais pas du tout. Je fais ok, un nouveau défi. Je sors enfin de l'aéroport, je vais voir un taxi, je fais tu m'emmènes à mon hôtel. On arrive à mon hôtel, il n'y a plus personne. Il y a juste un agent de sécurité qui est complètement bourré. Putain, quel enfer! Qu'est-ce qui se passe là? Le mec il comprend rien, je lui dis j'ai une chambre d'hôtel. Non, t'as pas de chambre d'hôtel. Attends, mais tu. Là en fait, j'allais dormir dans la rue en fait. Et je paniquais pas, je rigolais. Je suis le mec il est bourré, il est marrant. Et il a réveillé un mec. Il y a un mec qui s'est réveillé à 5h à 5h du mat pour me donner les clés. Et j'ai dormi à 5h30, 6h. Donc pour vous dire à quel point j'étais éclaté en arrivant en Malaisie. Donc en fait, voilà, c'était de base le voyage aurait dû durer, je sais pas, peut-être 7 heures max entre l'avion, le taxi et tout. Ça a duré 17 heures. 17 heures de voyage, les mecs. Hein. Pour 3 heures de vol. Hein. Tellement j'ai eu de galères. Voilà. Et j'étais trop content d'avoir ces galères-là. Et vous avez vu là le switch mental entre putain, mais t'as plein de galères, putain, c'est de la merde. Oh, t'as dû avoir peur, t'as dû être anxieux, oh là là là, oh là là, mon dieu. Ben non, j'étais pas comme ça. Je suis en mode, ah putain, let's go. De la nouveauté, de l'inconnu. Est-ce que je vais mourir? Non. Est-ce que quelqu'un va mourir? Non. Est-ce que je vais finir en prison? On saurait plus. Non, en vrai, non. Bah, c'est bon en fait. Bah, t'as perdu du temps et un peu d'argent, ok. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai énormément appris de ça, là, de cette expérience-là, j'ai énormément appris. Et je me suis dit, voilà, quand tout était passé, je me suis dit, putain, je suis fier de moi. Et j'arrive à m'adapter aux situations, j'arrive à m'adapter aux galères, j'arrive à régler les problématiques, j'arrive à communiquer avec l'autre quand il y a un problème. J'ai gardé mon sang-froid, mon calme, etc. Et ça s'est bien passé. Moi, je suis fier de moi. Voilà. Donc, arrivé à Kuala Lumpur en Malaisie, super ville. Super ville, très très propre. Chaque chose est à sa place. C'est une ville quand même en plein développement. Hein. Ça construit pas mal d'immeubles, etc. Mais c'est très très propre. Du coup, moi j'avais trop la dalle quand je me suis réveillé. Du coup, si je me suis couché vers 6h, ouais, 5-6h, il était midi quand je me suis réveillé. J'avais trop la dalle. Juste en bas de mon hôtel, il y avait un barbecue japonais. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je sais pas si vous avez vu ma story là. Tout ce qu'il y avait à bouffer. C'était insane. Donc la japonaise Jessica, elle m'explique tout. Elle me fait t'as ça. Donc moi je prends un truc quand même à 30-35 balles. Donc c'est quand même du bon bœuf. Donc c'est elle qui me grille mon bœuf, qui me fait elle me dit là tu trempes dans la sauce, là tu trempes dans le jaune d'œuf. Elle me met du coup les légumes à bouillir dans des soupes. C'était magique. Donc du bœuf de bonne qualité, des légumes frais. Il y avait des petits tapas froids en plus à côté, vous savez, du genre des petites algues, des petits calamars dans une sauce, du wasabi, sauce au wasabi, ce genre de choses. Je me suis détruit le bide. C'était magnifique. Mais du coup après fallait que je marche un petit peu, parce que là c'était soit je m'écroulais en fait dans mon lit, ou soit du coup je prenais un petit peu le soleil parce qu'il faisait beau ce jour-là. Et je me suis dit je vais aller voir les buildings, etc. là. Donc au niveau du centre d'affaires, le centre-ville, il y a les buildings. J'ai même demandé à un mec, à un touriste de me prendre en vidéo pour faire une straddle planche devant les tours jumelles de là-bas là, qui sont super hautes et super stylées. Donc ça vous avez dû voir aussi dans ma story. J'ai fait pas mal de centres commerciaux aussi, avec l'esprit de Noël. Alors je comprends pas parce que là-bas c'est musulman. Parce que voilà, je me suis fait réveiller comme vous savez par le muezzin de là-bas. Donc l'appel à la prière à 6h du mat. Enfin voilà, c'est pas que ça m'a réveillé, c'est que j'arrivais même pas à dormir. 6h du mat, l'appel à la prière. Donc je me suis dit c'est musulman, il y a des mosquées, etc. Et t'arrives dans les centres commerciaux, t'as des sapins de Noël partout. Donc là j'ai plus rien, je comprenais rien. J'étais en mode pourquoi. Mais bon, vu que c'est une capitale, vu que c'est une grande ville, ils savent qu'il y a énormément de touristes, beaucoup d'occidentaux. Donc forcément en fait c'est l'esprit de Noël. Et c'était trop bien. J'adore l'esprit de Noël les gars, je vous avais dit déjà dans d'autres épisodes précédents.
Et c'est pour ça que je rentre de Bali pour Noël. Je veux être là à Noël, en France, en Europe. Je kiffe trop. Il fait froid dans les rues, mais c'est illuminé, c'est trop beau, il peut neiger. Je sais qu'il a neigé en France là il y a pas si longtemps en plus. La chance. Bon, ça doit quand même cailler, mais c'est trop bien. Et là j'ai retrouvé ce truc là. Des sapins de Noël, des guirlandes de partout. Ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Du coup, je mangeais des petits trucs, des petits gâteaux. Ça sentait la gaufre. Vous savez, vous êtes dans un centre commercial. Vous marchez dans la rue. Ça caille, mais il y a des lumières de partout. C'est magnifique. Il y a des petits champs de Noël. Vous rentrez dans un centre commercial. Là, vous avez chaud. Ça sent la gaufre. Ça sent tout ça. Ça sent l'esprit de Noël, quoi. Ça sent le vin chaud. Ça sent les chichis. Ça sent les crêpes. Ça sent tout ça. Ça sent le chocolat. Et voilà, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Ça, c'était la première journée. Et la deuxième journée, parce que je suis resté que 2 jours. La deuxième journée, putain, mais je vous raconte. Hein. J'étais dans ma chambre d'hôtel et je me suis dit, putain, faut que je trouve une salle de sport. Allez, pas très loin de là où je suis. Parce que j'avais pas de connexion là-bas, j'ai pas acheté de carte SIM. Du coup, en fait, quand j'étais dans la rue, en fait, clairement, j'étais un mec sans connexion ou sans Wi-Fi. Faites-le en France, vous avez plus l'habitude de faire ça. C'est trop bizarre. Du coup, t'es obligé de te pointer quelque part, de demander la Wi-Fi. Mais sinon, quand t'es dans la rue, tu fais à ton instinct, hein, tu marches, tu regardes les panneaux, hein, ou tu demandes aux gens. Mais du coup, je voulais une salle assez proche de chez moi non plus pour pas aller trop loin et me perdre, tout simplement. Donc je regarde les salles de sport et je regarde s'il n'y a pas un peu de matos pour faire de la calisthénie. Des barres de traction, des barres de front, pour faire du front lever, des push-up bars, des parallettes. Et je vois, il n'y a rien. Je suis putain, mais c'est l'enfer dans cette ville. Moi, je pensais que c'était un peu comme à Bali, qu'il y avait quand même des salles de calisthénie et tout, et je vois rien. Du coup, j'étends un petit peu plus ma recherche. Je regarde, je serais prêt à faire 10 bornes, si possible. Parce que la ville, elle est super grande. Hein. C'est comme Paris. Je veux dire qu'il y a la banlieue, il n'y a pas que la ville, il y a la banlieue et tout. Et tu peux vite faire 1 heure de route et t'es toujours dans la ville. Enfin, ou dans la banlieue. Et là, sur Google Maps, je vois un nom, Calix Lab. Je fais putain, on dirait comme un nom de salle de calisthénie. C'est marrant. Je clique dessus. Putain, c'est une salle de calisthénie. Je me dis, attends, mais cette salle-là, je l'ai déjà vue. J'ai déjà vu dans des vidéos et tout. Je me dis, mais putain, je l'ai déjà vue. Je regarde, elle a genre 20 minutes de bagnole de mon hôtel. Je fais, c'est magnifique. Je vais sur le compte Insta, et là, je vois que le owner, c'est Liane. Donc, je ne suivais pas sur Insta, mais j'avais déjà vu. Je dis, ah putain, oui, j'ai déjà vu dans des vidéos de compète en Asie et tout. Je dis, ah putain, il est chaud et tout. Et du coup, je lui envoie un message et je fais, bah demain, je vais venir m'entraîner, tout ça. Tu sais, en mode, peut-être qu'il va venir s'entraîner avec moi, ou peut-être qu'il s'en branle, tout simplement. Mais au moins, je lui dis, je lui envoie un message. Et je vois le compète, le jour J, il y a une compète. Parce qu'en fait, j'avais regardé la veille pour le lendemain. Donc, le jour J où je regarde, il y a une compète dans cette salle. Je dis, oh putain, est-ce que j'y vais ou pas? Je regarde, c'est une toute petite compète. En fait, ils sont entre eux, ils ont organisé une petite compétition dans leur salle, tu vois. Je leur ai dit, je vais pas me ramener comme ça, et surtout que moi, j'avais un peu de boulot, il commençait à être tard. Donc, je me suis dit, j'irai m'entraîner le lendemain là-bas, c'est pas grave. Donc, je lui envoie un message à Liane. Et du coup, le lendemain, j'y vais. Donc, ouais, 15-20 minutes de grab. En arrivant là-bas, la salle, dinguerie. Une vraie salle de calisthénie. Il n'y a pas une machine de muscu. Il y a tous les élastiques que tu veux. Il y a des dizaines et des dizaines de paires de paras. Il y a des barres de traction partout. Il y a de la magnésie. Il y a de la musique. Il y a même des petits tapis. En fait, il y a juste tout. Une barre pour le front lever. Il y a tout. J'arrive là-dedans. Et Liane, il n'est pas là. Du coup, j'arrive. Je vais voir le mec qui est à l'accueil. Je dis, ce serait juste pour faire une séance de calisthénie. Il fait, ok. Il fait, tu viens de la part de Liane? Je sais bah non, enfin je connais, mais non, je viens de mes propres moyens. Il me fait, ah, ok. Et du coup, je commence à m'échauffer. Et en fait, je reçois un message de Liane qui me dit j'ai 2 heures de creux là, je peux aller m'entraîner. Dis-moi si t'es chaud pour aller à la salle. Je dis, mais je suis already here. Je suis déjà là. Il me fait, ok, bah j'arrive. Et 15 minutes après, il vient. Et en fait, il est super cool. Je pensais qu'il allait s'en battre les couilles en mode, bah je viens m'entraîner. Et lui, le mec. Oui, super. Matt, t'as une straddle planche et un front, on s'en fout quoi. Et non, en fait, quand je lui ai dit que je venais de France, il fait, ah putain, mais ouais, je connais. En fait, il connaît tous les mecs que vous suivez, les Ilyes, les Dailong, Kevin, Livan, Onizuka, Melvin, tout ça. Je crois que j'ai déjà dit, Melvin, bref. En fait, il connaît tout le monde. Et il est déjà venu s'entraîner. En plus, il m'a dit, ouais, je me suis entraîné avec Onizuka
au jardin du Luxembourg à Paris. Je fais ah ok bah moi aussi des fois je m'entraîne là quand je vais à Paris et tout. Ah putain trop bien. En fait on a plein de connaissances en commun et je vous ai dit que ma vie avait changé grâce à ce sport là. Les gars, je vous le dis, hein, je peux aller n'importe où dans le monde. J'ai des connaissances en commun avec les gens qui font de la calisthénie et ils m'accueillent les bras ouverts. Donc le mec vraiment il m'a dit tu fais comme chez toi, vraiment t'es trop le bienvenu ici. Et dès qu'il y a des gens qui rentraient dans la salle il fait regardez c'est Matt, il vient de France. Ah bonjour Matt, bonjour et tout. Et on s'est entraînés tous ensemble parce qu'il y avait certains de ses élèves qui étaient là parce que lui il est aussi coach. Il est coach de calisthenics, alors pas online comme moi mais lui en réel dans sa salle. Et il va aussi des fois là juste après notre séance il allait dans un studio de yoga pour apprendre les basiques de la calisthénie à des gens qui font du yoga. Mais j'adore. Le mec a tout compris hein. Et du coup il a créé cette salle là avec 4 autres associés. Ouais, ils étaient 5 associés sur cette salle là. Parce que je pense qu'il y avait quand même un petit investissement de départ, même si en vrai une salle de calisthénie ça vaut que dalle. D'ailleurs j'ai trop envie d'en créer une les mecs. Bon ça fait 10 ans que j'ai envie d'en créer une. Mais là vraiment j'ai trop envie d'en créer une. Moi je sais que ça sera du taf pour rien mais... Enfin non pas pour rien mais... Enfin bref, peut-être que je vous en reparlerai mais... Je sais certains vont me dire ah vas-y Matt crée une salle de calisthénie ça pourrait être trop bien. En fait je sais que ça coûte que dalle une salle de calisthénie. Ça coûte que dalle. Il te faut juste un loyer avec une bonne hauteur sous plafond, de l'électricité et des barres en métal. T'as aucun investissement de salle, de machines de muscu, etc. Bon, si peut-être des sanitaires quand même, des trucs comme ça, mais je veux dire que ça reste quand même du basique. Du très 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 basique. C'est un entrepôt. Hein. C'est un entrepôt, tu mets des barres dedans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, tu l'aménages bien pour que ça soit clean. Mais c'est très simple. Et la salle était incroyable. Vous l'avez vu de toute façon dans mes stories ou dans mes vidéos sur Insta, je la montre un petit peu. En fait, je leur ai dit, je leur disais aux mecs, ah, vous avez de la chance d'avoir ça, nous en France, on n'a pas ça. Ils me regardaient en mode, comment ça ? Parce que pour eux, la France, c'est un des pays le plus développés en termes de calisthénie. Parce qu'on a les meilleurs athlètes, donc ils se disent, bah attends, les infrastructures, elles doivent être ouf. Je fais mais non, nous on n'a pas de salle. Enfin, on en a 2 quoi. On a Inertia Besançon. On a dans 2-3 salles. Il y a des structures de street, mais il n'y a pas grand chose quoi. Ils étaient en mode putain, on est surpris. Ils m'ont dit ça. On est surpris de ce que tu es en train de nous dire là, Matt. Je fais mais en fait, vous n'avez pas compris que vous avez de l'avance sur nous. Quoi ? Vraiment, ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Il y a un gros... Là, il y avait un gros fossé entre eux et moi. Entre eux, ils nous regardent en mode wow, putain, en Europe, ça doit être trop bien la calisthénie. Et moi qui les regarde en mode putain, vous avez des salles de ouf, que ce soit en Indonésie, là à Kuala Lumpur, à Singapour, à Taïwan. Ils ont des salles partout, c'est ouf. Nous, en France, on n'a pas ça. Alors oui, en Europe, on a ça quand même. En Espagne, il y a un peu plus de salles. Je crois qu'en Italie, il y en a un peu. En Allemagne, non, il n'y en a pas. Aux Pays-Bas, il y en a beaucoup. En Angleterre, il y en a de plus en plus. Mais en France, non. Et c'est en mode quoi ? Mais quoi ? Mais même moi, je suis choqué en fait. Qui veut bien se bouger le cul pour ouvrir une salle, s'il vous plaît ? C'est quand même fou ça. Donc voilà. Je me suis entraîné avec lui. Bon, moi, j'avais tout l'avion, toute la fatigue de l'avion, du retard de l'avion dans la gueule. Donc ça piquait un petit peu quand même. Ça piquait un petit peu, mais je me suis quand même trouvé fort. J'ai fait mes meilleures planches, alors pas de ma vie, mais mes meilleures planches avec ma blessure au poignet. Donc c'est plutôt cool. En front, j'ai passé mon premier 5-2 touch. Vraiment touch. Alors pas clean as fuck, j'avoue. Mais mon premier 5-2 touch, j'ai fait des 3-2 touch pour m'échauffer, hein, très clairement. Donc ça c'est un truc de ouf. J'ai testé un peu du SAT parce qu'il y avait une grande barre. Et le SAT c'est un truc que je fais jamais. Voilà. Donc j'ai testé du SAT. C'était plutôt cool. Faudrait que j'en fasse beaucoup plus. Je pense que j'ai un point fort dessus. Et sinon ouais, c'était beaucoup de combos. Pas trop combo planche. J'ai fait plus de l'élastique au niveau de la planche. Mais pour le front lever. Et j'ai même mixé un peu front lever et planche dans les mêmes combos. Donc c'était vraiment une séance feeling. Vous allez me dire, mais Matt, dans d'autres podcasts, tu nous as dit qu'il fallait pas s'entraîner en combo et pas faire de feeling. Non, j'ai jamais dit ça. Écoutez bien, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que vous pouvez si vous voulez, mais oui, c'est pas la meilleure chose pour débloquer vos figures.
S'entraîner en combo ne vous fera pas débloquer vos figures. Là, moi, je m'en fous. C'était pas une séance déblocage de figures. C'était une séance combo. Devenir plus fort sur des combos. Et vu que j'étais en total feeling parce que je voulais m'amuser avec eux, j'étais en total feeling. Bien sûr, je sais que si je m'entraîne comme je me suis entraîné là, en Malaisie, tous les jours, je sais que je progresse pas. Je sais que je vais pas débloquer mon SAT avec ça. Je sais que je vais pas avoir plus de front lever pull-ups avec ça. Quoique les combos, si ça fonctionne. Mais je vais pas avoir une meilleure planche, je vais pas avoir un meilleur touch, etc. Voilà. Mais là, ça m'a fait du bien, un petit training comme ça, au feeling. Ça a duré 2 heures de séance avec eux. Il y avait des gamins de 17-18 ans, ils étaient trop cool. Ils parlent bien anglais là-bas, donc c'est très agréable en fait de s'entraîner avec eux. Parce qu'en fait, tu parles tout le temps, tu blagues et tout. Ils sont très blagueurs aussi. Ils sont très accessibles hein, et très gentils. Voilà. L'hospitalité, j'ai adoré. Je pense qu'ils sont assez généreux aussi. Ils sont très gentils et ouais, ils échangent très facilement avec toi. Donc j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je vous parle de... Putain, en fait, je vous ai annoncé plein de trucs là dans le sommaire, mais waouh, ça commence à piquer là, 1h20 là. Parce qu'en fait, là, j'ai une nouvelle prog en ce moment. Voilà. Une nouvelle prog, je dis en ce moment, depuis bientôt 2 mois. Après le visionnage de la vidéo de 4 heures d'Adrien et de sa formation, ça m'a ouvert les yeux sur certains points. Sur certains points, je pense que j'avais fermé un peu les yeux en mode ouais non ça bullshit. Et bah il m'a réouvert les yeux sur certaines choses, Adrien. Je l'avoue. Voilà. Et du coup, ça m'a permis de me refaire des programmations. Et comme il dit, des programmations assez courtes. Donc souvent c'est du 3 à 4 semaines, mais moi là j'ai des cycles d'entraînement, des programmations du coup de 3 semaines avec 4 séances différentes. Ça c'est des trucs que j'ai pas l'habitude de faire, même avec mes élèves. Bon, en fait ça dépend des niveaux, etc. Ça dépend s'il y a une stagnation ou pas. Mais souvent on a 2 séances différentes, c'est déjà très bien quoi. Là moi je suis en test en fait, je suis un petit peu le cobaye pour mes élèves après. Et en fait c'est bien parce que grâce à mes tests là, j'ai testé des trucs sur... j'ai appliqué des choses pour mes élèves et des choses qui fonctionnent plutôt bien. En fait c'est ça qui est cool. J'aime bien être un petit peu le cobaye de mes coachings. Et je trouve que c'est un peu aussi le rôle d'un coach. Bah, c'est de tester des choses avant quoi. Et pas se dire allez on va tester sur toi, on va voir si ça marche. Ouais, t'es coach, tu peux tester un peu sur toi. Tu testes 2-3 semaines pour voir si ça peut fonctionner. C'est pas parce que ça fonctionne sur toi que ça va marcher sur tout le monde. Mais au moins tu vas mieux ressentir les choses. Donc là en fait moi j'ai des cycles d'entraînement de 3 semaines que moi j'appelle blocs. Des blocs de 3 semaines avec 4 séances différentes, 2 séances intensité et 2 séances volume, mais qui sont complètement différentes les unes des autres. Alors on a une séance intensité et une séance volume qui sont à peu près les mêmes exercices, sauf que c'est des exercices plus faciles pour le volume et des exercices plus compliqués pour l'intensité. Je vous prends un exemple. Si l'intensité c'est faire des front lever pull-ups, bah, la séance volume ça sera plus des one leg front lever pull-ups ou des advanced leg front lever pull-ups. Si je sais pas tu fais en intensité de la full planche, et ben en volume ça, tu feras plus de soit de la full planche à l'élastique ou soit de la straddle planche. Vous savez c'est quelque chose de plus facile que tu vas pouvoir tenir plus longtemps ou faire plus de répétitions. Tout simplement. C'est comme ça qu'on caractérise intensité et volume. Donc ça fait que ça reste quand même très cohérent sur mes objectifs qui étaient de faire plus de front lever pull-ups, devenir plus fort sur les straddle planches, sur les planches push-ups en général, planche press, planche hold et ça fait quand même 5 objectifs hein, mais c'est des trucs qui se ressemblent quand même et front lever touch. Voilà. Donc j'ai fait une première programmation pendant 3 semaines, j'ai énormément progressé. J'en ai démarré une de 3 semaines, j'ai énormément progressé. C'est grâce à ça que j'ai débloqué mes 10 front lever pull-ups. Voilà, que j'avais jamais fait de ma vie. Donc je rentre vraiment dans mon prime en ce moment. J'ai aussi 8 secondes de full front lever touch après une pull-up, ce que je n'ai jamais fait dans ma vie. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc là, j'ai pas encore tout appliqué en combo, mais là, je suis encore en train de travailler du coup l'endurance avec un exercice que j'aimais plutôt bien avant, mais que j'avais arrêté parce que je jouais pas trop de. J'avais vu une petite stagnation, mais peut-être que je l'avais fait trop longtemps. Et là, je le fais pendant 3 semaines. C'est front lever pull-ups plus one leg front lever pull-ups. En fait, tu lâches pas, tu fais ton max de front lever pull-ups, tu lâches pas la barre. Dès que t'es cuit, tu te mets en one leg et tu continues. Donc ça te rajoute du volume. Mais ça reste quand même assez intense, hein. Ça bombarde. J'ai repris les full planche push-ups et
J'en ai déjà eu des meilleurs il y a un an, mais là ça commence à progresser bien sévère. Bien sûr, j'ai toujours du mal à bloquer là-haut à cause de mes putains d'épaules. En touch, c'est du solide aussi. C'est du gros solide. Ouais, désolé les gars, j'ai dû faire pause là sur le podcast. Vous avez peut-être pas fait attention, mais j'ai fait une micro-pause parce qu'en fait, je vous explique, et c'est ça qui me saoule aussi à Bali. En fait, on est chez nous là. On a notre propre maison. Et les mecs qui s'occupent de la piscine, qui viennent faire le ménage, des fois ils rentrent comme ça, les mecs. Donc là, en fait, après, c'est mon pote Chabat. En fait, c'est notre poteau. C'est lui le boss. Et on a besoin d'un truc, c'est lui qui vient. Bref. Mais là, il voulait check la piscine vite fait. Et il rentre comme ça, en fait. Putain, en fait, il se rend pas compte que nous, on bosse, tu vois. Des fois, on bosse et les mecs se ramènent comme ça. Donc là, ils se ramènent. Bon, il y a Alexis qui dit bonjour et tout, je le vois, il me regarde, il me dit coucou, parce qu'à travers la vitre, moi je suis en train d'enregistrer le podcast, la vue sur la piscine et vue sur l'entrée. Du coup, je le vois. Je fais putain, oui, Chabat, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il me dit non, je viens prendre des nouvelles, je regarde la piscine. Bah ouais, mon pote, mais putain, il doit se dire, bon, on est le week-end, les mecs ils bossent pas quoi, puis ils sont en vacances ici. Et non, Chabat, nous aussi on bosse. Nous aussi on bosse. Bordel, du coup, je sais plus ce que je disais. Mais vraiment, plus. Je parlais de cette nouvelle prog que je rentrais vraiment dans mon prime. J'ai hâte de retenter aussi de la Victo, etc. là, pour voir ce que ça dit. Mais de toute façon, je vais vous tenir informé sur les prochaines semaines, même les prochains mois. Parce qu'en fait, là, je suis vraiment en train de devenir fort, je sens. Grâce à des choses que j'ai rajoutées. Je dis ça, j'étais déjà en train de devenir fort. Je faisais des putains de séances. Mais là, je construis les... Alors les séances ne sont pas différentes. J'avoue, je les ai pas construites différemment. Mais déjà, je prends un petit peu plus de temps de repos qu'avant. Avant, moi c'était objectif faire un maximum de volume en un minimum de temps. Là, je kiffe plus l'entraînement en ce moment. Donc je suis en mode, allez, je peux passer un petit peu plus de temps à la salle. Mais en fin de compte, je reste 1 heure et demie. Je fais juste moins de volume, plus de temps de repos. Et ça marche très bien sur moi. Certains ont besoin de faire plus de volume, on arrive à encaisser plus de volume, certains un peu moins. Moi je suis un petit peu un middle, du coup je teste les deux et ça progresse très bien en force. Je sais que quand j'ai besoin de travailler mon endurance, etc., j'ai besoin de séances, on va dire assez courtes, donc 1 heure, où je fais 2 fois plus de volume limite. Voilà. Là dans cette période où je veux acquérir des nouvelles figures, où je veux faire plus de front lever pull-ups, être plus fort en touch, en planche, etc., et ce style d'entraînement où il y a seulement 4 exercices par séance, hein, c'est rien, c'est 4 exercices, voilà, que je fais en superset, donc push et pull, avec environ 2 minutes de repos entre chaque exercice, et ça fonctionne très très bien. Mes séances sont les séances les plus basiques au monde, les mecs. Je sais, des fois, je vois, vous faites vos progs et tout, vous me les envoyez. Ah les gars, je suis désolé, mais je comprends rien à vos progs. J'ai l'impression que c'est des progs d'athlètes de haut niveau. Alors qu'en fait, vous n'avez pas besoin de tout ça. En fait, souvent, quand on commence la calisthénie, les progs, elles sont très simples. Après, on commence à s'y connaître un peu plus, on complexifie les progs. Après, on s'y connaît tellement qu'en fait, on revient sur des progs classiques. Vous savez, c'est un petit peu la courbe là. Du coup, quand t'es un nerd, quand tu t'es au middle et quand t'es un expert. En fait, quand tu es un expert, tu fais la même chose que quand tu étais un nerd. C'est-à-dire que tu fais des choses très simples. Voilà. Mais tu as compris pas mal de choses, mais tu fais des choses très simples. Et ben moi, mes séances sont très très simples. Voilà. 4 exos, 2 minutes de repos entre chaque exo. Avec chrono. J'ai enlevé Instagram pendant mes séances. Interdiction d'ouvrir Instagram. Donc ça me permet quand même de rester focus. C'est plutôt cool. Et ça progresse bien. Le fait aussi d'avoir repris les séances intensité et volume, c'est un truc que je faisais plus depuis un moment. J'aimais bien mixer les deux. Et là j'avais peut-être besoin de refaire des séances comme ça et ça fonctionne très très bien. Donc merci Adrien de m'avoir fait des petites piqûres de rappel et de m'avoir ouvert les yeux sur certaines choses que je pense ça manquait dans mes entraînements. Voilà. Mais l'objectif c'est d'améliorer, toujours améliorer avec toujours plus de connaissances. Bien sûr là c'est Adrien qui m'a fait ouvrir les yeux sur ces séances là, mais enfin, je vous dis, en fait, je vous raconte pas à chaque fois que je découvre des trucs. Peut-être que je devrais vous en parler, mais toutes mes recherches, etc. Je vous en parle pas tout le temps, mais souvent je teste aussi des choses que je trouve, voilà, sur le YouTube américain, sur plein de trucs en fait, dans des bouquins, etc. Voilà. Donc niveau entraînement, ça se passe très bien, avec 4 séances par semaine. Voilà. Et je vous ai dit aussi, donc ça va être pour terminer, qu'on a mangé avec Simon. Avec moi, Lucas et Simon, qui est aussi coach en calisthénie.
qui a formé presque 100, une centaine voire plus de pratiquants dans ce sport-là, parce qu'il travaille aussi avec un coach. Ils sont deux. Lui, il s'occupe plus de la partie là où il est le plus expert, donc le one arm handstand, et il travaille aussi avec un autre coach pour justement que ça soit pour apporter encore plus d'expertise et qu'il puisse se concentrer sur ce qu'il aime au plus, c'est-à-dire faire toute la création de contenu sur YouTube, sur Instagram, et puis faire des appels, faire le marketing, etc. En fait, on a mangé avec lui et on est resté 4 heures à table. On est resté 4 heures à table. On a parlé comme des oufs. Il est super intelligent. J'aime bien parler avec des gens intelligents comme ça. Et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup fait former. Et c'est pour ça, je reviens un petit peu sur ce que je vous avais dit une autre fois, aussi avec souvent votre rapport à l'argent ou aussi avec votre ego. Vous n'acceptez pas de vous faire former. C'est-à-dire que on va à l'école jusqu'au lycée, où ensuite on fait un bac+3, bac+4, et après on arrête. Après on arrête d'apprendre. Bon, des fois on a des petites formations dans nos boîtes, mais ça s'arrête là. Et on arrête d'apprendre en fait. Et on fait non, maintenant je peux y arriver tout seul. Vous voyez ? Par exemple, comme le sport, certains disent non, mais la calisthénie, j'y arriverai tout seul. Voilà. Jusqu'au jour où ils se rendent compte que, au final, avoir un coach, c'est plutôt cool. Quand je dis avoir un coach, c'est pas avoir un coach à vie. C'est régulièrement, je sais pas, tous les 2 ans, faire 4 ou 6 mois avec un coach pour réapprendre des nouvelles choses, pour se remotiver. Vous voyez ? Pour accélérer peut-être un petit peu plus. Par exemple, vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez apprendre tout seul, comme tout le monde apprend tout seul avec leurs applis à la con du Duolingo. Mais personne n'est bilingue. Okay, il y a un moment, tu veux vraiment parler anglais, tu investis dans un coach, dans un prof d'anglais. Tu investis dans un prof d'anglais. Et tous les jours, tu y vas, même si que ce soit à distance, en réel, etc. Tu t'investis vraiment. Je veux devenir plombier chauffagiste, je fais une formation plombier chauffagiste. Vous voyez, j'apprends pas tout seul sur Internet. Et en fait, Simon nous a fait une petite piqûre de rappel parce qu'il nous a dit que la formation, c'est pas forcément pour un métier, pour un sport, mais c'est pour tout. Lui, justement, il voulait développer ses compétences sociales parce qu'il était très introverti de base. Il s'est fait former là-dessus. Et maintenant, il est beaucoup plus social. Alors, il est toujours introverti, mais il sait sociabiliser avec les gens. Il a beaucoup plus de compétences sociales. Il sait maintenir une conversation, etc., etc. Il s'est formé aussi. Moi, par exemple, j'aimerais me faire former là dans les prochains mois, les prochaines années, sur les finances personnelles. On pourrait dire, ouais, ça, on fait juste regarder des vidéos de Finari et puis c'est bon. Oui, mais ça va me prendre trop de temps en fait. J'ai envie de me faire former à fond par un mec qui s'y connaît dans les finances personnelles pour que je puisse bien investir mon argent et pas faire n'importe quoi avec. Vous voyez ? Et en fait, sur énormément de choses, on peut se faire former. Et je sais, ça fait très gourou, ça fait très américain de se faire former pour tout et n'importe quoi. Et pourtant, je pense vraiment que c'est l'avenir. Je pense vraiment que quand tu voudras être bon dans un domaine, il faudra mettre un billet pour se faire former dessus. Parce que oui, ouais, mais moi je préfère être autonome à apprendre tout seul. En fait, tu sais très bien que ça marche vraiment moins bien. Ça marche 10 fois moins bien. 10 fois moins bien. Tout le monde dit, en ce moment j'apprends l'anglais avec Duolingo. Qui parle vraiment anglais maintenant grâce à ça ? C'est rare. C'est rare. Par contre, tu prends tous les mecs, toutes les personnes, des mecs comme des meufs, qui prennent des cours d'anglais régulièrement pendant 6 mois, 1 an, 3 fois, 4 fois par semaine. Là, tu vas pas me faire croire que cette personne-là ne parle pas mieux anglais que la personne qui a juste regardé des séries. Ok ? Ça dépend en fait aussi à quelle intensité tu veux faire les choses, tu veux avancer. Mais dans le cas de Simon avec les compétences sociales, c'était peut-être qu'il en souffrait, le fait d'être juste mauvais socialement et d'être le mec un peu bizarre dans la pièce, à qui personne ne parle. Ok, je vais investir là-dedans. Et maintenant il est bon, et maintenant les gens lui parlent. Et maintenant on peut faire 4 heures en fait à parler avec lui autour d'une table. Vous voyez ? Donc j'ai beaucoup aimé son approche là-dessus, et ça m'a encore plus ouvert les yeux. Et c'est sûr que dans les prochains mois, j'aurai un coach en calisthénie, potentiellement pour préparer une compétition. Mais Matt, pour ton décoach, tu n'as pas besoin d'un coach. Bon, voilà. C'est peut-être que vous n'êtes pas assez mature pour comprendre ça, du coup. Oui, en fait, c'est comme si tu disais...
Enfin, je sais pas, tu disais un kiné, c'est bon, t'as plus besoin de faire de formation ou ce genre de choses. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs avec les médecins, hein, des médecins qui font plus de formation et d'ailleurs qui font les mêmes techniques qu'il y a 20 ans, tu vois. Non, non, il faut toujours se faire former au quotidien. Si t'arrêtes d'apprendre, tu meurs. Ok, faut toujours être dans cette démarche-là. Donc moi, j'aurais un coach en calisthénie, ça c'est sûr. Peut-être un coach en... Voilà, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais pour vraiment optimiser mon quotidien, pour avoir plus d'énergie. Donc quelqu'un qui va s'intéresser enfin quelqu'un qui pourrait m'apprendre à peut-être à mieux manger, à mieux organiser mes journées, à mieux, je sais pas comment expliquer, juste à optimiser mon quotidien. Ça, j'aimerais bien payer un mec pour qu'il m'apprenne. Genre les mecs qui ont trop d'énergie tout le temps au quotidien. En vrai, c'est mon cas en ce moment, j'avoue. Mais j'aimerais bien avoir vraiment l'expertise d'un mec qui s'y connaît bien. Dans les finances personnelles, ça j'aimerais vraiment bien. Quelqu'un qui m'apprend à investir mon propre argent pour justement pour le long terme et pas juste dire ah ben mes parents ils ont mis de l'épargne dans telle banque donc du coup c'est ça qu'il faut faire. Bon ok, donc non, moi je préfère pas, je préfère que ce soit quelqu'un qui est expert là-dedans, qui m'explique vraiment ce qu'il faut faire. Et après je sais pas, ah si, je sais que quand j'aurai un enfant avec ma compagne, je pense que je me ferai accompagner sur le fait justement d'éduquer mon enfant quand il est très jeune. Voilà. Alors certains, vous allez me prendre pour un fou. Les maths, ça marche pas comme ça. Bah si, en fait. Parce que vous êtes les premiers, quand vous avez une problématique, à regarder des tutos sur internet. Donc vous faites confiance à des gens qui sont experts dans leur domaine. Bah, pour vraiment pousser le truc à fond, faites-vous former par ces gens-là. Payez-les, et vraiment, ils vont vous accompagner au quotidien pour que vous soyez vraiment bon dans ce domaine-là. Et là, ça change tout. En fait, c'est le système de l'école classique, en fait. En fait, vous trouvez ça bizarre après l'école de se faire former, mais quand vous êtes à l'école, c'est normal d'avoir en fait 3 ou 4 heures de maths par semaine pour vous apprendre des maths, que vous allez jamais vous en servir dans votre vie. Et quand en fait on doit apprendre quelque chose qui va vraiment nous servir toute notre vie, comme élever des enfants, là, il n'y a plus personne qui apprend. Là, on est en mode non, c'est feeling. Là, c'est feeling. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éducation un petit peu bancale. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit retour de ce petit déj là avec Simon qui est une grande inspiration pour moi, pour Lucas, parce qu'il nous a aussi montré que c'était possible. En arrivant au resto, c'est ce que je dis à Simon, je fais ah merci d'avoir sauté les 2 pieds dans le plat avant nous, quoi. Parce que là on est en mode oui, on est coach de calisthénie, on sait que ça fonctionne, on sait que les gens peuvent nous faire confiance pour progresser en calisthénie. Ok, là maintenant c'est inscrit, mais il y a 2 ans, qui faisait ça? Il y avait très peu de personnes. Et bah Simon l'a fait. Et Simon, pendant presque un an, il avait que 1 ou 2 clients par mois. Hein. Donc c'était très 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 compliqué, avec des prix plutôt bas. Et un jour, il s'est fait former dans son business, dans ses compétences sociales, dans le coaching, etc. Il est devenu bon dans ce qu'il faisait. Et en fait, il a prouvé à tout le monde que oui, on pouvait vivre du coaching en calisthénie, on pouvait faire progresser les gens, qu'on pouvait même créer une vraie boîte avec ça. Voilà. Donc merci à Simon pour ça. Franchement, c'est trop trop bien. Voilà. Donc voilà les mecs, je suis désolé, hein, ça fait déjà... Enfin j'ai coupé tout à l'heure, du coup ça m'a coupé un peu dans mon élan, mais ça fait déjà 1h40, on a quand même bien discuté. J'ai bien kiffé le début de l'épisode, vraiment trop trop bien kiffé. Si vous êtes rendu jusqu'ici et que, comme je vous ai dit au tout début, vous voulez que potentiellement je vous accompagne à débloquer vos figures et que je vous accompagne dans votre pratique de la calisthénie sur le plus long terme, voilà, comme j'en parlais dans le dernier épisode de podcast, allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, c'est un de mes meilleurs podcasts. Genre là vraiment, le 45 c'est une pépite, allez l'écouter, là dès maintenant, quittez dès maintenant ce podcast et allez l'écouter. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus sur le coaching, etc., soit vous m'envoyez un message sur Instagram directement, ou soit vous avez le lien pour prendre un appel avec moi, un appel complètement gratuit, directement avec moi, en lien dans la description de cet épisode. Voilà. J'espère que vous avez kiffé. On se rejoint la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après. Je vais peut-être faire une petite semaine de pause de podcast parce que j'ai bien enchaîné ces dernières semaines et j'ai quand même beaucoup de boulot avec mes élèves parce que j'en ai encore 2 qui sont rentrés. Gros big up à Rémi et Guillaume qui sont vraiment passionnés par ce sport-là et que j'ai trop hâte d'accompagner sur 4 mois déjà pour commencer.
et qui sont, voilà, c'est des objectifs handstand push-ups, front lever, planche, etc. J'ai trop hâte de commencer avec eux. Enfin, on est en train de commencer en ce moment. Donc voilà, si vous voulez vous aussi nous rejoindre avec Rémi et Guillaume, comme je vous ai dit, envoyez-moi un petit message sur Instagram. Voilà. Je vous laisse là. Je vous souhaite un bon training et à la prochaine. Ciao.